Vous êtes prêts? Ah, je suis pas en retard. Je suis bien. Je vois plein de commentaires super sympas dans le chat alors qu'on n'a pas commencé. D'ailleurs, je vais commencer par en lire certains. 3, 2, 1. Bienvenue dans la matinée, Étienne. Comment ça va? Ah, 9h45, ok, j'ai envoyé le signal. 9h51, on démarre, ça va. Ça me fait plaisir. Je lisais plein de messages qui m'ont fait rire là à l'instant dans le chat. Des messages tout cool. J'en lis quelques-uns pour commencer. Je vois des bonjours, je vois des coucous, je vois Geisha67, magnifique pseudo, qui me dit il ne viendra pas, c'est un poisson d'avril. Ah ouais, non, ça aurait pas été cool ça. Euh, Alex Badgone, oh le 1er avril, on va se régaler. Sanofi, le français, hein, a trouvé un vaccin en fait. Poisson d'avril. On a plein de choses à dire, ouais, j'espère bien. Je vois d'autres choses, je redescends un petit peu. Je vois un salut de Nathalie, mon ex-prompteuse. Nathalie, salut. Merci d'être avec nous. Ben oui, la prompteuse, c'est la personne qui fait défiler le texte du journaliste. Vous savez, sur un JT, par exemple, Nathalie est avec nous. Comment ça s'est passé, me demande Hélène Rose avec Society hier. Après le stream, hier, on avait un journaliste, un photographe de Society qui sont venus me poser plein de questions sur moi, sur Twitch. 4 heures, on est restés ensemble. Oh là là, 4 pages. Mais ma vie vaut pas 4 pages. On verra le résultat. Euh, Euh, Isabelle, qui dit confiné dit plus de Samuel. Et ça, c'est chouette, je sais pas. Je crois que ça change rien. 1er avril, Samuel, un petit déguisement. Ah, alors c'est vrai que c'est mon 1er avril. Mon premier avril. En tant que streamer, amateur, apprenti, j'avais pas pensé, en fait. J'ai pas préparé de vanne, j'ai pas de déguisement. Bon, l'année prochaine, promis, j'essaierai de penser à un truc. Voilà. J'ai vu un grand streamer, Zerator, là, venait d'annoncer sur Twitter qu'il était ban de Twitch. C'est un 1er avril. J'oublie pas les cafés sont là. Voilà. Merci, c'est tellement agréable. J'ai à peine débuté que déjà c'est gavé de super messages. Merci d'être avec moi ce matin, la matinée Étienne. Pour ceux qui sont là pour la première fois, ouh là là, ça commence bien. Le lever à 1h45 commence à se faire sentir. On lit les journaux ensemble. Et j'en aimais tellement ce matin. Mais j'ai de la matière pour 4 heures de lecture ensemble. Bon, on va pas rester 4 heures ensemble, plutôt 2, mais vraiment, j'ai une super matière. Et rassurez-vous, j'ai vu plein de messages sur Twitter qui disent ah non, je passe mon tour aujourd'hui, ça va être gavé de Macron, de Covid, du discours d'hier soir. Il y en a, mais j'ai plein de choses. Euh, un t-shirt blanc, j'ai pas pensé. La petite Anso et d'autres me font remarquer que j'ai un t-shirt blanc ce matin. Et hier, on a, ouais, comme Marlon de Brando me dit Franck, hier on a lu un article dans le Figaro, pour ceux qui n'étaient pas là, sur le t-shirt blanc, l'élément sexy du mâle, un truc un peu rigolo, un peu tiré par les cheveux. Et j'ai pas fait attention, j'ai mis un t-shirt blanc. C'est Lord Vampiron qui me dit tu t'es habillé en homme sexy aujourd'hui. J'ai pas fait exprès, voilà. Donc pour ceux qui sont là pour la première fois, arrêtez avec le t-shirt blanc, j'y avais pas pensé. On lit les journaux ensemble. On est sur Twitch, hein, on n'est pas à la télé, donc on en parle ensemble, c'est ça qui est cool. Grâce à vous, grâce au chat, et puis on parle de la vie aussi, parce que l'actu c'est bien beau, mais l'actu c'est intéressant quand ça nous emmène sur la vie. On lit les journaux nationaux, et vraiment ce matin, on a une super belle livraison. Je vais essayer de ne pas être trop long sur chaque journal parce qu'on a plein de choses intéressantes et encore une fois je ne vous le disais pas que sur le Covid-19, vous allez voir. Et puis après on jettera aussi un coup d'œil à la presse en région. Pour commencer, je voudrais savoir d'où vous êtes. Moi je suis de Paris, enfin je stream de Paris, je suis un petit peu breton aussi, et vous êtes d'où? Oui je sais, je suis en t-shirt blanc ce soir. Oh la blague sur l'actu, les t-shirts blancs ont le droit d'écouter mais pas de parler. Oh là là, j'y crois pas. C'est parti, Toulouse, Versailles, Liège, Bouillard, Clamart, Montélimar, Dijon, Rennes, Ardèche. Ça va tellement vite. Limousin, Brest, Brest-Macouille, me précise-t-on, ok. FC Rennes, Bruxelles, Thomery, Sucy-en-Brie. Oh, ça va trop vite, je ralentis. Besançon, Le Pouget. Est-ce que mon pique-nique s'est bien passé? Oui, merci. Dinan, ah, c'est beau, Dinan. Je viens de l'espace, mais bien sûr, mais merci d'être avec nous de l'espace. Je vois un petit drapeau breton ici. Je savais même pas qu'il y avait un drapeau breton en émoji, cool. Rennes, Nouvelle-Calédonie, mairie de Nevers. Donc c'est peut-être alors, où est-ce que tu attends pour faire des papiers? Où est-ce que tu travailles à la mairie de Nevers? Dans les deux cas, t'es bienvenu. Munich, ouais, en Allemagne, bien sûr. Fougères, Baden-Baden, bah, décidément. Roubaix, Barcelone, peut-être un petit problème de clavier. Barcelone, peut-être. Aubagne, Pays Basque. Figeac dans le Lot et du Cognac, et Charleville, et Paris est là, et l'ISS, la Station Spatiale Internationale, et l'île de Ré, et Alpha du Centaure, mais je sais évidemment qu'on me regarde dans l'espace, sinon ce serait pas drôle. Je vois des coucous de la Belgique, de Compiègne, de Saint-Étienne, de l'Alsace, de Lille, de Bali. Oh, le rêve avec Abdel, t'es vraiment
Merci pour le... Quelqu'un m'a offert un abonnement de niveau 1 à F10. Je vais aller voir ce que c'est F10. Bali, oh le bonheur. Si vraiment t'es à Bali, profite quoi. C'est à mon avis ce qui ressemble le plus au paradis sur Terre ici-bas. Bon bah bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, aux nouvelles. Le concept, je l'ai dit, on lit les journaux ensemble, on en parle ensemble et de la vie aussi. Et je démarre très vite ce matin parce qu'on a trop de trucs. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes vraiment prêts? Prêts? Non, on n'est pas prêts. Non, on n'est pas prêts. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque pour bien démarrer une matinée, Étienne? Il manque un truc. Vous savez ce qui manque. Je sais que vous savez. Qu'est-ce qui manque? Il manque un café, merci. C'est Cropiette qui a gagné le concours, qui a été le ou le plus rapide. Ici, on voit un culte. Ah ça. Alors ça, c'est un thermos, hein, n'allez pas vous imaginer des choses. On voue un culte au café, à la caféine, sous toutes ses formes. Il y a même une musique pour accompagner mes glou-glou de café. Vous buvez ce que vous voulez, bien sûr, on est en démocratie. Mais moi, c'est parti pour un petit café. Et après, on démarre très vite ce matin, on attaque les journaux. Let's go! C'est la musique du café. On est prêt et merci à tous ceux qui m'ont glissé des petits messages en me souhaitant bon anniversaire à Hélène, ma chère et tendre, mon amoureuse, depuis 11 ans maintenant. Et c'est son anniversaire, un 1er avril, et c'est pas une blague. Bon, vous êtes prêts? On y va. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la une des journaux? Alors, ne vous fiez pas aux unes, toutes les unes. Mais ça me gratte le nez, pourquoi? Oh, c'est fou là, pique le nez ce matin. Je précise après c'est l'évocation de mon nez qui me gratte que mon truc c'est la caféine. Je précise quand même. Voilà. Merci pour les bon anniversaire Hélène, c'est cool. Alors, ne vous laissez pas abuser par les unes. Toutes les unes sont sur l'allocution du président Macron hier. Mais ça ne veut pas dire qu'on va parler que de ça, parce qu'il y a plein d'autres sujets. Et notamment des dessins, et notamment on va parler de la Birmanie. J'ai un papier qui est vachement, c'est dans Libération, il y a un super papier. Il y a des trucs plus légers aussi, on va sourire. Il y a du drame, il y a de tout. Alors, oui, à la une des journaux, cet homme, vous le reconnaissez ou pas? C'est le président Macron. L'ultime épreuve, c'est ce qu'on espère tous, hein, que ces dernières mesures annoncées hier soient les dernières. L'ultime épreuve, là par exemple, c'est la une des Échos. Prenons l'opinion. Macron promet l'inversion de la courbe. C'est marrant parce qu'ils sont comme nous, les journaux, hein, et les journalistes, ils essayent un petit peu de voir ce qu'il y a de positif dans tout ça. On est reparti pour un mois, là. Un peu de serrage de vis, et certains retiennent le positif, le pari d'un nouvel horizon. Hein. On nous dit mi-mai maintenant, réouverture des cafés, des lieux culturels, l'inversion de la courbe aussi grâce au vaccin. On va voir. Alors c'est la question, et on va voir quoi? Confinement, suite et quoi, hein? C'est la question que pose le Figaro. Je regarde d'ailleurs si j'avais d'autres articles à vous mettre en avant sur ces journaux. Non, sur ces journaux, ce sera que du Macron. Je prends le Parisien, où il y a d'autres choses d'ailleurs. Alors toujours, suspense intolérable. Encore le président Macron, nous devons fournir un effort supplémentaire. Ok, d'accord, ça vous l'avez bien compris, je pense. C'est pas moi qui vais vous apprendre ce qu'il a dit hier soir, je pense que vous avez l'info. Donc, on a l'analyse du Parisien là-dessus, qui trouve qu'il n'y a pas tellement un virage, mais plutôt un cap maintenu dans la politique de l'exécutif. Tous les journaux ne sont pas d'accord. Il y a 2 belles pages sur les soignants, je trouve qu'on n'en parle pas assez, ils sont en première ligne, on les a un peu zappés. Le Parisien ne les a pas oubliés, reportage, on va écouter des infirmières, des aides-soignantes notamment. Un petit peu de football aussi avec les Bleus. Les bonnes nouvelles sont suffisamment rares pour ne pas les passer à l'as, donc une nouvelle victoire pour les Bleus en tête de leur groupe dans les qualifications pour le prochain mondial. Bon, la France reconfinée, ok, la une de la Croix, hein, le pari du civisme. Je vous ai dit que c'est que du Covid à la une, mais il n'y aura pas que du Covid dans les journaux. L'humanité est en colère. L'humanité est en colère depuis très longtemps déjà, depuis des semaines, des mois, contre la politique sanitaire du gouvernement. C'est un des journaux qui tire le plus à boulet rouge, l'humanité, contre le gouvernement. Voilà, à tort ou à raison, ça c'est pas à moi de le dire. Voilà, hop, Macron change d'école, hein, et là pour l'UMA, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est un changement de stratégie, c'est 2 mois de gâchés, estime l'UMA, ok. Et puis il y a un petit article aussi sur... C'est mignon. Il y a Neolf qui me dit c'est l'actu de l'année dernière. Je valide la blague. Hein, il y a des journaux en région, on va aller les voir, qui disent
Hein, c'est toujours tous les jours un peu la même chose. Bon, article intéressant, on en a parlé déjà hier. Je sais que certains sont très intéressés par cette histoire. Ainsi, ce qui se passe autour du journal Science et Vie, c'est des choses un peu tristes. Un magazine qui a une magnifique histoire de vulgarisation scientifique, bien sûr, Science et Vie, et qui se voit un peu vidé de sa substance. Les journalistes sont en train d'en partir parce que les gens qui ont racheté ce journal, eh bien, sont pas, comment dire, sont pas trop dans la ligne de l'excellent journal que c'était. Oh, incroyable! Emmanuel Macron en une d'un journal. Bon, encore donc, en avril, bon, au moins, Libé, ils ont des titres qui sortent un peu de l'ordinaire au niveau des mots et comme de la photo d'ailleurs. Regardez, j'avais pas fait attention d'ailleurs. Regardez l'expression du président Macron là, qui est pas trop à son aise. Elle est sympa cette photo. En avril, sur un fil en mai, en mai, fais ce qu'il te plaît, on l'espère en tout cas. Et puis, jour important pour Libération. Hier, on a lu un magnifique Libé, hommage à Willem, le dessinateur, depuis 40 ans pour Libé. Voilà, vraiment un bel hommage de Libé, de beaux articles, un beau reportage, des dessins. Eh ben, bonjour Coco. Coco, la dessinatrice, qui commence aujourd'hui ses dessins dans Libé. Eh ben voilà, il y en a deux qui sont vraiment sympas. Hop, je vous les montrerai. Un sur le télétravail. Voilà. Coco, dont on a lu un portrait hier. Voilà. Un autre sur sur l'origine du Covid-19 avec une blague sur les réunions non mixtes. Oui, on peut rire de tout, justement. C'est tout l'intérêt. Et donc, Coco, on verra ses premiers dessins. Coco qui sera la nouvelle dessinatrice de Libé et qui est toujours à Charlie Hebdo. Notre invité, mon invité, ici, dans la rencontre Étienne, ce sera dimanche à 19h. Hein, Coco sera avec nous. C'est moi qui invite, mais c'est vous qui posez les questions. Le bon résultat de l'équipe de France était à la une de l'équipe. Est-ce une surprise? Ça, on l'attend depuis quelques jours que c'est une espèce de teasing de montée en pression là, le livre d'Édouard Philippe, hein, voilà, il va sortir dans quelques jours. Que va-t-il dire? On commence à le savoir parce que les bonnes feuilles, comme on le sait, sont dans le Point, exclusivité du Point qui donne les passages les plus intéressants de ce livre de l'ancien Premier ministre. Est-ce qu'il a une ambition? Est-ce qu'il a une ambition présidentielle? Bon, le problème, c'est qu'il arrive dans une telle actu autour de la crise sanitaire que ça passe un petit peu à l'as, cette histoire. Et puis, on parlera de Deliveroo, hein, livraison de repas. Ils viennent de faire leur entrée en bourse. C'est un énorme groupe, on en parle tout le temps. Entrée en bourse catastrophique. Le titre a dévissé, mais genre 20-30%. On verra pourquoi, c'est vachement intéressant. Paris Match, jeudi, Paris Match. Bon, alors il y a un truc très people, hein, Paris Match aujourd'hui. Le dernier amour de Bob Marley, Christophe, l'album secret, des belles photos de famille, tout ça. C'est pas tellement ça qui m'a intéressé. J'ai trouvé un petit article assez étonnant et intriguant sur Mark Bryan, l'homme qui aimait les jupes. Voilà, c'est un Texan, 100% hétéro, baraqué et tout. Son kiff, lui, c'est d'aller au bureau en jupe et en talons hauts. Et il motive tout ça. J'ai trouvé ça assez intéressant de la part de ce monsieur. Et puis, pour finir, vous connaissez DJ Snake? DJ Snake, vous connaissez ou pas? C'est un Français en plus. Vous connaissez ou pas? Vous connaissez? Ouais. Oui, quand même. Ouais, moi, je suis pas un grand spécialiste de ce genre de musique, mais manifestement, tout le monde le connaît, donc sauf moi. Enfin, je savais qui c'était, mais... Et en fait, déjà, on m'a rappelé qu'il était français, parce que, j'avoue que je suis pas trop fort sur ce type de musique. Mais, on a un super joli portrait dans le Figaro, dans les pages culture, le Figaro et vous, sur DJ Snake. Et alors, j'ai appris plein de choses sur lui, sur son enfance, sur la façon dont il s'était construit. C'est un bonhomme. Hein, le plus grand DJ au monde. Me dit Loulou. En tout cas, je sais que c'est l'artiste français. Je l'ai lu là. L'artiste français le plus écouté dans le monde. Ouais, ça, j'avoue, j'ai un peu honte là. Mais j'ai lu plein de choses vraiment touchantes en fait sur ce monsieur. Donc, du coup, je vais m'intéresser à sa musique. Je vais aller écouter tout à l'heure quand je trouverai un moment. Et il est pas mal mon menu. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, vous en pensez quoi? Ouais. Ok. Ouais, je sais, j'ai mis le t-shirt blanc. J'ai pas fait exprès. Ça c'est la presse nationale. Alors ce que je vous propose, c'est que on va aller voir. Oh, super menu, j'ai faim, ça me fait plaisir. On va aller voir la presse en région, parce qu'on a une belle presse en région, on va en profiter. Hein, c'est en la lisant qu'on la fait vivre, cette presse, et en vantant ses mérites et ses contenus. J'ai oublié de vous montrer la une du Monde aussi, d'hier. Et elle est super importante, la une du Monde. La dernière édition du Monde, regardez. Paf, si je fais ça, vous l'avez ou pas? Ouais. Importante parce qu'on a un petit point sur les variants, comment ils se sont imposés, mais surtout... Je parlais de l'hommage de Libération à Willem. C'est drôle. Willem tire sa révérence après 40 ans de dessin à 80 ans pour Libé. Voilà que Plantu
tire sa révérence au même moment pour le journal Le Monde. Et là, je crois que c'est 50 ans de dessin pour Le Monde. Voilà. Et on a... Et on a... Et on a un magnifique hommage avec, regardez, avec plein de dessins des années 70, puisqu'on est sur 5 décennies, des années 80 et 90 et 2000. Et 2010, j'en ai sélectionné un à chaque fois, c'est que du bonheur, c'est Plantu. Et puis il y a aussi l'histoire de Plantu, moi je ne connaissais pas son histoire, comment il est arrivé au monde, voilà. Donc on lira ça aussi, c'est vachement intéressant. Puis regardez, je vous ai mis un petit article aussi, page 2 du Monde, sur la fameuse bavure, le mot est faible, de l'armée française au Mali, avec a priori un mariage civil qui a été visé par un bombardement. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé de cette histoire. Depuis, il y a une enquête de l'ONU qui est sortie, qu'on a lue hier, qui est hyper accusatrice pour la France. Et bien aujourd'hui, on a la version française, avec l'armée française qui se défend. Donc c'est normal que je vous donne aussi la version de l'armée française. Donc je tenais à vous le lire. Ça, c'est pour la presse nationale. Et comme je le disais, on va aussi voir la presse en région, puisque elle est belle, cette presse en région. Elle est belle, elle est belle. Lisez-moi la presse régionale. Bon, j'avoue, mon côté un peu VRP de la presse, je kiffe la presse écrite. Je suis un paradoxe ambulant d'un journaliste de l'audiovisuel qui ne s'informe quasiment qu'en lisant la presse écrite, parce que c'est un bonheur. Donc j'assume totalement ce statut de VRP. Hop, si je tape sur ma tablette quotidien et la presse régionale, eh ben on découvre en même temps les unes de la presse en région ce matin. Je ne mets pas des notes, mais cette une de la Marseillaise, ici, elle vaut son pesant de cacahuètes. Prison d'avril. C'est pas beau, ça? Prison d'avril. Prison d'avril. Parce que avril va ressembler à une petite prison, hein, puisqu'on est confiné, reconfiné, même si le mot n'a pas été prononcé hier soir par le chef de l'État. Et on est le 1er avril, donc prison d'avril, poisson d'avril. Hein, pas mal? Vous validez? Ouais, vous validez. Donc ça, c'est la Marseillaise. Pour moi, c'est le titre le plus réussi de ce matin. C'est simple, hein, quasiment 100% de une sur les annonces du président Macron hier. On va juste regarder les unes. École, vacances, on change tout. Je pense que vous avez les infos. Hein. 3 semaines de stop minimum pour les écoles. Voilà. Tous les départements concernés par les mesures qui ne concernaient que 19 jusque-là. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande encore un effort. Voilà. Comme le résume l'Ardennais. 3 jours pour s'organiser. Pourquoi 3 jours pour s'organiser? Bah oui, parce que les règles vont pas être mises en place tout de suite. Donc là, on a jusqu'à samedi soir. 3 jours pour s'organiser, pour le travail, pour le télétravail, pour l'école, pour les enfants. Qui va les garder? Comment je fais? Est-ce que je me mets en chômage provisoire? Les vacances? Est-ce que je m'en vais tout de suite des grandes villes? Bon, c'est très compliqué. Pour certains, c'est un peu la course. D'où ces 3 jours pour s'organiser. En une de l'Union. Bon, alors, les mots sont différents, mais c'est toujours la même idée. Hein. Ce nouveau tour de vis, pour Nord et Clair, ok. Voilà, vous regardez, toutes les unes sont là-dessus. Hein. Macron ferme école, collège et lycée. Voilà. Bon, finalement, c'est qu'une semaine de vacances en plus. Hein. Voilà, puisque ça comprend les 2 semaines de vacances. L'école est entre parenthèses. D'ailleurs, je trouve que ce titre de l'Éclair est assez pertinent. Titre de l'Est éclair, ok. On ferme, bon, je ne vais pas toutes les montrer, l'école paie l'ardoise, et puis de l'espoir, hein, de l'espoir aussi en une de vos journaux en région, comme ici en une de Ouest France, le grand journal de l'Ouest, effort généralisé en avril, on demande encore un effort, on espère qu'on connaîtra le bout du tunnel en mai. Rappelons qu'hier soir, le président s'est un peu engagé en disant, bon, mi-mai, on vise mi-mai, réouverture des cafés, des restaurants, des lieux culturels, avec des règles, mais voilà. Donc le bout du tunnel, ce serait pour mi-mai. Bon, c'est pas la première fois qu'on nous promet quelque chose, il faut rester prudent, mais ce serait tellement bien. Voilà. Ah, bah ça aussi, c'est pas mal. Ça vaut le titre de la Marseillaise. Hein, allez, ex-aequo, presse océan, reconfinement, avril sous cloche. Pâques, les cloches. C'est pas mal quand même, non? Hein? Qu'est-ce que... Je vois des trucs. Content que ça ferme, trop d'enfants. Parfois, il y a des vannes que je comprends pas. On continue. Ok, le mois d'avril sous cloche. Oh, bah, alors, je sais pas s'ils sont téléphonés, là... certains journaux, mais alors le mois d'avril sous cloche, il est en une de plein de canards. Le Maine libre, hop, regardez à côté, le courrier de l'Ouest du côté d'Angers, le mois d'avril sous cloche. Ok, il y a un dictionnaire des titres rigolos ou pas? Attends, mais comment ça se fait que 1er avril, oh, ça sent... c'est un 1er avril ou pas, ça? Parce que c'est un des rares journaux que je ne vois pas faire sa une sur Macron, et je vois événement du surf artificiel débarque à Calais,
Ce jeudi, une machine à vagues géante sera testée au bassin des Chasses, une première en Europe. Moi, je sais que des projets de vagues artificielles en France, il y en a plusieurs. Mais du surf artificiel à Calais, qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, poisson d'avril, non? Hein? Ouais, excellent, Yveline, la 4e vague artificielle, pas mal. Ouais, ouais, ça sent le 1er avril, on est d'accord. J'y crois pas trop. La photo, là, en plus, elle fait gros photomontage quand même. Bon, ça expliquerait pourquoi il n'y a pas. Ouais, ils avaient une vanne à sortir, donc Macron, ils l'ont relégué plus loin. Ok, d'accord. Alors, Paris-Normandie parle d'un nouveau coup de massue. Bon, nouveau coup de massue, certains redoutaient des mesures beaucoup plus strictes quand même. Allez, c'est parti. La dépêche du midi. Macron reconfine la France. Hein, le chef de l'État n'a pas prononcé ce mot, lui, mais pourtant il est bien là. Voilà. C'est mignon. C'est mignon parce qu'il y en a qui ont vraiment, en fait, ouais, Macron, on va leur parler d'autre chose. Pâques, le Harry. La une de la Nouvelle République des Pyrénées. Pâques, le haricot, Tarbet, enfin à la fête. Hmm. Je remonte quand même sur Calais pour voir s'il n'y a pas des Calaisiens qui me disent que c'est vrai. Mais c'est vrai à Calais parce que la machine à faire des vagues, je connais. Ouais, on va voir. Je vais voir. Calais, machine à vagues. Parce que si ça se trouve, c'est une info, mais parfois, les poissons d'avril sont tellement bien faits. Machine à vagues. C'est une info ou c'est une blague? Non, j'ai rien. Il n'y a pas d'article. Non. Non, je pense que c'est une blague. Vous avez les infos, vous? Un vrai, à Calais, hein, on dit à Calais, parce que des projets de vagues artificielles, il y en a d'autres. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, alors là, vraiment chapeau. Chapeau à la Nouvelle République des Pyrénées, qui au lendemain de l'allocution de Macron, arrive à titrer quand même sur le haricot Tarbet. Mais arrête avec une erreur est survenue là. Petite application. On continue. Ok, le petit bleu d'Agen, confinement pour un 3e round, je ne vais pas tous vous les lire. Encore un effort, le midi libre. En avril, on n'échappe pas au confinement, l'indépendant catalan. Dernier confinement, ben, on l'espère tous, hein, puisque là, on peut parler quand même d'un confinement, même s'il est assoupli par rapport au premier. Ici, c'est la une de la Charente libre. Veux-tu te fermer, toi? Voilà. Ok, pandémie, les nouvelles restrictions, c'est l'éclair des Pyrénées, la République des Pyrénées presque reconfinée, donc il est un peu plus souple, un peu plus light comme je vous le disais, même tarif pour tout le monde, hein, c'est Sud-Ouest qui nous dit que les mesures qui étaient mises en place dans 19 départements, ça y est, c'est pour tout le monde, voilà, ça c'est la une de Sud-Ouest, qui ne veut pas se fermer, peut-être que ma tablette trouve que je vais trop vite, bougez pas, je vais vous relancer ça. Je pense que de toute façon, ça va être très vite pour la presse régionale ce matin, puisque souvent je vais la voir parce qu'il y a une plus-value des infos qu'il n'y a pas en une de la presse nationale. Et là, on voit que tous les journaux, quasiment, à part ceux qui parlent du haricot, sont sur la même chose. Ok, on était avec la une de Sud-Ouest. Je vous envoie la une de la Provence et le Grand Journal de Marseille. Est-ce que c'est la DER des DER, ou plutôt le DER des DER, le dernier des derniers confinements, se demande la Provence. Ok, donc Marseille, hein. Sous cloche, cette histoire de cloche revient partout, y compris pour la Corse. Ici, vous avez la une de Corse ce matin, il est mignon ce petit bout de chou, en train d'écouter l'allocution du président Macron. Peut-être qu'il espère très très fort que les écoles vont fermer. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chou, non? J'adore. Moi, je suis sûr, mon petit à moi, quand il va comprendre qu'il a une semaine de vacances en plus, je crois qu'il va être très content. Ok, quelle casquette, pourquoi casse-tête? Ne confondez pas avec Castex, hein, casse-tête. C'est pas Jean Casse-tête. Quelle casse-tête, titre Nice matin. Oh là là, regardez les visages. Oh, elle est top cette photo. Si, ça vaut le coup d'aller voir la presse en région, même quand ils font tous la même. Regardez. La maman qui se prend la tête entre les mains. Regarde. Et le petit là qui dit. Mais alors, le petit, deux choses une. Ou alors, il vient d'apprendre qu'il y avait des vacances. Et il est en mode genre, mais yes. Merci Macron, mais tellement. Ou alors il aime beaucoup l'école et il est triste. Je sais pas ce que. Hein. Il prie pour la fermeture des écoles, il prie pour les vacances. Ok, vous êtes sur la même analyse que moi. Ok. Elle est géniale cette photo, mais la tête de la famille, mais trop dégoûtée quoi. Ou trop contente pour le petit garçon au premier plan. Ok, elle était bien située. Encore un effort, ok, d'accord, mais quel casse-tête Monaco matin. Ah ouais. Ah c'est drôle parce que on n'est pas sur le haricot, mais on est quand même sur un régime sec pour tous. Excellente blague de Samuel Etienne. À la une du Télégramme. Bon, je crois que vous avez compris l'idée. Voilà. Bon, voilà, pour le petit tour de la presse en région. Alors, à ceux tout à l'heure sur Twitter qui m'interpellaient, ouais, je vais pas venir ce matin, il va y avoir que
que du Covid, que de la crise sanitaire, que des restrictions. Je leur ai dit non, j'ai plein d'autres choses. Alors c'est vrai que là, quand on voit la presse en région, on se dit, en fait, j'ai plein d'autres choses. Bon, quelle région le Télégramme? C'est à l'origine, c'est un journal de Brest, mais qui couvre la Bretagne, en fait, une grosse partie de la Bretagne. Donc c'est vraiment un journal breton, le Télégramme. Voilà, pour répondre à la question. Je remonte un petit peu le chat pour répondre à certaines de vos questions. Ouais. C'est Erendil. Ça a la couleur d'un confinement, ça a la forme d'un confinement, ça a le goût d'un confinement, mais c'est pas un confinement qu'on vous dit. Enfin, voilà. Euh, Mon fils a sauté de joie à 14 ans. Bah oui, ni tralala. Mais moi j'aurais 14 ans et on m'annoncerait une semaine de vacances de plus, je serais super content. Voilà. Euh, Eris Mix qui revient à la photo ni ce matin, la charge mentale de la maman qui se prenait le visage entre les mains, avec le papa caché derrière, ça veut tout dire. Ouais, pas mal, bien vu, bien vu. Ah oui, Darkoon 42, merde, je vais devoir garder les enfants. Bah oui, j'avais pas pensé à ça. Bien joué, bien joué. Salut Samuel, pourquoi le podcast ne se met plus à jour sur Spotify? C'est de ma faute parce que j'ai un problème d'un logiciel qui marche plus, donc j'ai une semaine de retard sur Spotify. Il faut que je parle avec les gens de Spotify. Désolé pour le podcast audio, il faut que je bosse là-dessus. Mais j'ai une semaine trop chargée, j'ai pas eu le temps. Voilà. Bon, bah les amis, on y va. Non, on attaque le monde, ok? On attaque la presse nationale. Vous allez voir, il y a vraiment un truc super sympa. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. 3, 2, 1. Pourquoi je fais des décomptes comme ça? En fait, vous savez pourquoi je fais des décomptes quand je change de scène? Parce qu'en fait, je maîtrise pas trop tout ça. Même si je fais mine parfois. Et j'ai toujours peur d'un problème technique. Donc je fais genre des décomptes. Comme si ça va. Comme si ça allait arranger le truc, quoi. Nul. 3, 2, 1. Ouais, ça marche trop bien. Peut-être que ça me rappelle la régie de la télé. Ouais. Je me dis 4 à la suite. 4 à la suite. Trash. Pseudo, j'adore. On y va? Bon alors, un petit mot sur les variants. Et puis on va rendre hommage à Plantu pour commencer. Ouais, ça va nous changer un petit peu les idées. Covid, comment les variants sont imposés? Souvent, je vous dis, vous savez, le petit chapeau là sous le titre en haut du monde, il vous résume parfaitement en quelques mots l'essentiel de l'actualité sur un truc. Ici, c'est sur les variants. Voilà, bon, 15 secondes, on va tout comprendre. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Il faut que j'arrête avec le décompte. Ouais. En France, le variant britannique représente désormais 80% des nouvelles infections contre seulement 3% au début du mois de janvier. Ok. Cette mutation l'a emporté sur celle apparue au Brésil et en Afrique du Sud avec une contagiosité supérieure de 40% à celui du virus initial. C'est un petit point sur le variant britannique. Ces évolutions permettent au virus de renforcer sa transmissibilité en dépit des gestes barrières, sympa, et des anticorps d'une population contaminée. Les virologues font le constat d'une compétition du virus qui est loin d'être terminée et que certains redoutent de voir s'emballer. Pop, pop, pop. La course est engagée entre la vaccination et l'émergence de variants qui pourraient en affaiblir l'effet protecteur. C'est pour ça qu'on attend les vaccins le plus vite possible, le plus massivement possible. En France, on espère que les promesses de l'Europe comme de l'exécutif en France vont être tenues. Et si on rendait hommage maintenant à Plantu? Plantu et Le Monde, 50 ans d'histoire, c'est un magnifique hommage que Le Monde rend à son dessinateur qui prend sa retraite. Voilà, après 50 ans de dessin, ce que vous voyez ici, c'est tout simplement le dernier dessin de Plantu dans Le Monde, avec un huissier à l'Élysée. Qu'allez-vous annoncer, Monsieur le Président? Et Macron, qui est en jaune depuis la crise des Gilets jaunes sous la plume de Plantu, répond « Si je savais ». En fait, il savait manifestement, si on se fie à ce qu'il a dit hier. Donc Le Monde explique, nous publions dans cette édition le tout dernier dessin de Plantu, en une du Monde, le voilà. Son regard, durant 5 décennies, c'est quelque chose quand même. Ouais, la vache, la fin de Plantu, me dit Portos 7. Durant 5 décennies, a accompagné les évolutions de la planète, nous lui consacrons un supplément spécial de 8 pages. C'est cool quand même, voilà. Il aura un remplaçant? Ouais, Maître Pixel, à la fin de l'article, je vous le dirai. Je vais revenir sur cette... Faites-moi penser à revenir sur la bavure au Mali, là, parce que je me connais, je vais oublier. Mais là, on est parti sur Plantu. Très bel article, d'abord, très bel hommage signé Jérôme Fenoglio, à propos de Plantu. Plantu, je vous lis une partie de cet article. Génial cet hommage. Je vois que Noir a peut-être déjà parcouru un peu le monde. Plantu, un regard sur le monde. C'est parti. La matinée de bouclage était bien avancée, la une également. Il restait juste cette case blanche, ce rectangle désespérément vide, l'emplacement du dessin. Il ne manquait plus que lui, dans la page qui semblait du coup un petit peu terne. Plantu, son trait et surtout son regard. Quand l'actualité était chargée, il y avait guère de soucis à se faire, son crayon savait la rendre à son exacte proportion, verser de l'émotion dans le drame, déposer un sourire léger ou un rire gaillard sur les plaies du monde.
et les turpitudes du pays. Mais quand l'actualité se faisait molle, ennuyeuse, comme un jour de pluie, ça arrive, on s'inquiétait pour lui. Comment allait-il s'en sortir aujourd'hui? Le téléphone sonnait enfin. Salut ces gens, je vous ai envoyé mes dessins. Car il nous envoyait plusieurs dessins, tous les jours jusqu'à 6, ayant l'élégance de nous laisser décider. Vous saviez ça? Moi je savais pas. Et c'était chaque fois la même surprise, bien souvent le même choix cornélien. Ce fut ainsi le même rituel quotidien pendant près de 50 ans, depuis ce premier dessin le 1er octobre 1972, je pense que la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, une colombe pendant la guerre du Vietnam. Plantu prenait bientôt la une. Il le fit une première fois subrepticement, 78, puis tous les samedis à partir de 82 jusqu'en 85, quand le directeur d'alors, André Fontaine, décida que Plantu serait tous les jours à la une du Monde. Hein. C'était pas le cas au début. Grand honneur et lourde charge, qu'il remplira avec talent pour le bonheur des lecteurs, gentillesse et modestie pour le plaisir de ceux qui le côtoyaient. Ces milliers de dessins finiront par former un gigantesque kaléidoscope qui traversera l'histoire contemporaine et forgera une partie de l'identité du monde, comme un point de repère familier dans le paysage changeant de nos unes, tout autant qu'un facteur de léger désordre dans la hiérarchie si calculée de nos titres. Irremplaçable Plantu qu'il faut pourtant bien remplacer après cet ultime dessin en une de ce jour, après ce supplément qui retrace un caractère unique au monde. C'est étonnant, je ne peux pas m'abonner à la chaîne Samuel Etienne Addicted, c'est normal, j'ai fermé les subs, voilà. Parce que dans un premier temps, je voulais les fermer. Peut-être qu'un jour, on pourra s'abonner à cette chaîne, mais je ne l'ai pas encore décidé. À rebours d'autres journaux ou à l'étranger, nous n'avons voulu ni restreindre, ni a fortiori faire disparaître cette liberté de trait aujourd'hui en danger. Donc si vous posez la question, il va continuer à y avoir des dessins dans le monde. C'est important parce que certains journaux, notamment, vous savez, en raison des polémiques provoqués par les dessins d'actualité, certains journaux ont décidé, notamment un aux États-Unis, d'arrêter les dessins de presse. Voilà. Et Le Monde m'a dit non, on continue. Entre continuité et impératif d'un renouvellement, la solution passait logiquement par, là on va connaître le remplaçant, ou plutôt les remplaçants, vous allez voir, par Cartooning for Peace, le collectif international créé par Plantu il y a près de 20 ans, qui rassemble aujourd'hui plus de 200 dessinateurs et dessinatrices. En fait, c'est un collectif de 200 dessinateurs et dessinatrices qui va remplacer ce collectif Plantu 4 fois par semaine à compter de ce 2 avril. L'association nous adressera une sélection de dessins, parmi lesquels la direction de la rédaction pourra faire son choix pour la une. Avec ce partenariat inédit, nous espérons contribuer au rajeunissement tout autant qu'à la féminisation d'une profession qui est très masculine. C'est pour ça que l'arrivée de Coco dans Libération est vachement importante. Par ce croisement des regards, des sujets, nous souhaitons élargir encore la variété des points de vue auxquels nous donnons accès à nos lecteurs par-dessus les frontières. Dessiner pour la paix, un Cartooning for Peace, le nom de l'association a pu être pris de haut comme les colombes de Plantu étaient parfois moquées, comme si cet objectif, la paix, passait naïvement anachronique en ces temps de sommation, de choisir son camp, de chasse en meute, de radicalisation des paroles et des actes. Face à ces ferments de guerre civile, ce nom ne nous a jamais paru plus actuel. Il rejoint notre vocation d'opposer le goût de la nuance, le sens de la complexité, la confrontation des points de vue à toutes les forces qui menacent de défaire notre société. En une du monde, il rappellera, ce dessin, que faire rire ou sourire est une liberté qui ne peut servir de prétexte pour s'enfermer dans ses obsessions ou désigner ses ennemis. C'est vachement intéressant parce que à travers cet hommage à Plantu, il y a aussi la ligne éditoriale du Monde là, qui s'exprime. Voilà. Je remonte un petit peu sur vos commentaires parce que je lisais, je ne les ai pas lus pour voir un petit peu ce que vous pensez de Plantu. Désolé Samuel, je dois partir au boulot. Bon live à tous, à demain. Bérangère, salut, bonne journée, bon courage. Et puis si tu veux, tu auras le replay ce soir. Les deux colombes sur le dessin du jour, c'était un clin d'œil, son premier dessin de 72. Ouais, bien vu Petrichor. En fait, les colombes, c'est très présent chez Plantu. Voilà. Ok. Un sacré dessinateur, il va nous manquer, nous dit Betus Maximus. Ouais. On parle très peu du départ de Willem, dessinateur à Libé, Remstead. Oh, tu n'étais pas là, toi. Je pense qu'on a passé 20 minutes sur Willem hier, avec Libération. Mais tu ne devais pas être là. Tu as le replay, si tu veux, de la matinée, Étienne. Je comprends jamais les dessins de Plantu, Jojo Castolo. C'est pas grave. Hein. Un dessinateur, c'est comme un écrivain, c'est comme un journaliste. C'est très subjectif. T'aimes ou t'aimes pas son travail. Hein. C'est pas un problème. T'es pas obligé d'être fan de Plantu. Voilà. Ok, très bien. Coco, c'est pour Libé. Non, alors Coco, c'est une dessinatrice historiquement de Charlie Hebdo, mais pour ceux qui
Pour ceux que ça intéresse, Coco, elle vient d'arriver à Libération, mais elle reste toujours à Charlie Hebdo, et c'est mon invité dimanche 19h. On se fait des dessins. Alors, 5 belles pages dans le monde, 5 décennies, et puis je vous ai choisi un dessin, donc 5 dessins en tout. Les années 70, j'ai sélectionné ce dessin, regardez, hop, je vais zoomer correctement, là, je ne sais pas si vous voyez. En fait, c'est un patron, hein, manifestement, vu le siège, vu le costume, vu la cravate, vu l'air un peu sérieux, le petit bedou aussi, on va dire que c'est un patron, et il donne une leçon d'économie à un ouvrier casquette salopette, où il parle de stagflation, d'épargne, d'inflation de capital, d'investissement, de consommation, et un ouvrier, lui, qui dans les années 70, eh bien, ne pense qu'à avoir un peu de pain. Hop, on passe aux années 80 avec une histoire de Tour Eiffel et de Mitterrand. Allez, c'est deux Parisiens manifestement sur un balcon au lendemain de l'élection de François Mitterrand en 1981. Et l'un dit à l'autre, ça alors, le président est socialiste et la Tour Eiffel est toujours en place. Incroyable, dit l'autre. Bon, vous êtes peut-être trop jeune, mais en 1981, il y avait une partie de la France, celle qui n'avait pas voté pour lui, qui était persuadée qu'on n'était pas loin de la révolution bolchevique, là, et que la France allait partir en sucette, ce qui ne s'est pas produit, vous le savez sans doute. Années 90, là c'est beaucoup plus dramatique, et là vous avez un casque bleu de l'ONU, voilà, qui passe devant un massacre. On est au Rwanda, c'est le génocide au Rwanda, on est en 1994, et une maman africaine avec son enfant qui interpelle le soldat de la paix. Et ça vous intéresse? Et lui, non, je regarde seulement. Voilà. Hein. Toute l'absurdité de notre monde, résumée en un dessin, c'est la force du dessinateur de presse. Celle-ci encore plus, là on est dans les années 2000, forcément dessin de Plantu en haut à gauche sur les attentats du World Trade Center, et vous avez l'oncle Sam, ici le symbole de l'Amérique, avec les deux jambes qui sont les deux tours du World Trade Center et qui menacent de s'écrouler contre le sol et frappé par les avions, bien sûr. Et puis, dernière planche, année 2010, qu'est-ce que j'ai sélectionné? Le grand dessin du milieu, regardez, ici, et là c'est Plantu, mais c'est Plantu qui parle de ses camarades de Charlie Hebdo tombés sous les balles de l'intolérance et des islamistes, des frères Kouachi. C'est un dessin sur les marches républicaines après l'attentat contre Charlie Hebdo, avec la Marianne en son centre, voilà, et en sa main le crayon du dessinateur de presse. Et en bas à droite, vous avez un Je suis Charlie. Et au sol, vous avez les cadavres de ceux qui sont tombés pendant l'attentat, qui, pour la plupart, étaient des proches, des amis de Plantu. Ouais, il est magnifique celui-là. Merci pour tous vos F à ce propos. Voilà. Ok. Donc voilà pour cet hommage, hein, c'est pas mal quand même. Et puis c'est pas tout. Il y a un bel entretien aussi avec Plantu, dont je ne connaissais pas trop le parcours. Là, j'ai appris beaucoup de choses. Lisons cet entretien, d'où il vient, comment il est arrivé là, quoi. 50 ans de descente dans le monde. On y va. Hop. Voilà, je zoome pas trop, on y va. Alors, le journaliste lui dit, je ne serais pas arrivé là si, tu ne serais pas arrivé là si... Je vous laisse expliquer le F dans le chat, ce que ça veut dire. Je vois que certains s'interrogent. C'est parti. Je ne serais pas arrivé là si un beau matin de 72, et vous allez voir que parfois la vie tient pas grand-chose, si un beau matin de 72, le gardien de l'immeuble du Monde rue des Italiens n'avait pas laissé entrer le grand garçon timide de 21 ans qui avait demandé s'il pouvait rencontrer un journaliste. Lequel? Il ne savait pas, il connaissait personne, il voulait juste montrer ses dessins. Le type m'a dit de monter au premier étage, donc sans le gardien là, déjà il ne se passait rien, aussi simplement. Et sur le palier, un garçon de bureau en uniforme gris, un œil sur mon grand carton vert, a dit « Vous êtes dessinateur, c'est ça ?» Bah ouais, je gagnais ma vie comme vendeur d'escabeaux aux Galeries Lafayette, c'est Plantu qui parle, jeune homme. Mais je comptais bien que ce job soit provisoire. J'ai attendu 10 minutes et on m'a fait entrer dans le bureau d'un homme très impressionnant, De Gaulle. Je me suis dit, quoi, De Gaulle au Monde? Non, Bernard Lausanne, le rédacteur en chef, mais qui ressemblait vachement à De Gaulle, en bienveillant. Il prend le temps de regarder chacun de mes dessins et il dit, oui, c'est bien dans l'esprit ce qu'on veut faire. Et il conclut, continuez, envoyez-nous ce que vous faites et revenez nous voir. Voilà. Je touche plus terre, quand je m'étais pointé à Pilote, le magazine de BD, on m'avait reçu comme un chien. Et le journaliste lui demande, alors vous avez suivi son conseil, qu'est-ce que vous avez fait? Bah ouais, bien sûr. Le jour, je suis aux Galeries Lafayette, le soir devant le journal télévisé, et la nuit,
sur mes feuilles de papier. On n'a rien sans rien, donc lui, il se donne. Au matin, je dépose mon dessin au Monde tous les jours. La guerre au Vietnam, la Rhodésie, Pompidou. Il faudra attendre 3 mois avant qu'un samedi matin, Lausanne, donc le boss, m'annonce « Ok, c'est dans le journal de cet après-midi ». C'est chouette, non, comme histoire. La persévérance. Et qui paye. Je fonce au kiosque, sous une pluie battante, mes Clarks, c'est des chaussures, trouées pleines de flotte, ma colombe est bien là, page 2 de l'édition des 1er et 2 octobre 1972. Ma colombe avec un point d'interrogation dans le bec pour exprimer l'incertitude sur la fin de la guerre au Vietnam. C'est incroyable. Quelque temps après, sort un deuxième dessin, Willy Brandt, à cheval sur le mur de Berlin, puis un troisième, Pompidou, cigarette au bec dans l'Europe des 6. Et là, vous devenez donc un collaborateur du Monde, lui dit le journaliste. Ouais, un collaborateur payé, dit-il. C'est ça qui est le plus dingue, payé pour avoir du plaisir. Pour mes parents, métier et plaisir étaient antagonistes. C'est dommage ça. Quand je faisais le zigoto, mon père disait arrête de faire l'artiste. Et pourtant, c'était les artistes qui me faisaient rêver, moi. Quel enfant étiez-vous demande le journaliste du Monde. Gentil, sage, silencieux, Jean de la Lune, un peu ailleurs, un peu rêveur, un peu différent, qui observe le réel avec un petit décalage et qui dessine tout le temps. Spontanément, c'est mon langage. Donc enfant, c'est un dessinateur déjà. Alors le bac en poche, vous foncez dans une école d'art, lui dit le Monde. Bah pas du tout. C'est inenvisageable pour mes parents qui, malgré mon 3 en sciences au bac, se prennent à me rêver médecin. Les parents qui se prennent à me rêver médecin. Je gémis, c'est 7 ans d'études et il répond tu feras du dessin après. Genre. Et je prends le dessin de la fac de médecine puisque Plantu est un petit garçon très obéissant. À la suite d'un second échec aux examens, j'ai couru un soir à la maison et j'ai annoncé d'un bloc, grosse erreur, commande Plantu, 1, que j'arrêtais médecine, 2, que j'allais faire de la BD, 3, que j'allais partir étudier à Bruxelles, 4, que je me mariais et pas à l'église. Les parents, le drame, petit saligo, criait mon père tandis que ma mère pleurait. Atroce. Mais bon, cette fois j'étais résolu. Et puis j'étais soutenu par cette jeune fille connue au lycée qui savait depuis toujours que le dessin était ma voie. Je ne serais certainement pas arrivé là sans elle, si craquante alors dans ses mini-jupes, qui est devenue la mère de mes 4 enfants. Mais il n'est pas mignon ce petit portrait, hein? C'est pas mignon, voilà. Et le portrait se poursuit, enfin l'échange se poursuit, comme ça on en sait un petit peu plus sur Plantu. Quelqu'un me dit Choupi, allez, je vais acheter Le Monde d'aujourd'hui. Plantu, ouais, cool. Le journaliste lui parle de ses dessins, des caricatures. Votre Sarkozy était particulièrement affreux, entouré d'un aréopage de mouches. Il se caricature tellement que c'est un cadeau pour un dessinateur. Les mouches, elles sont devenues indispensables après qu'il a revendiqué parler avec ses tripes. Il a fait savoir au patron du Monde qu'il aimerait bien qu'elles disparaissent, les mouches. J'en ai rajouté. Un dessinateur fait ce qu'il veut. Quant à Hollande, j'ai joué de sa normalité revendiquée en le dessinant au volant de sa pépère mobile, joufflu, mal fagoté et maladroit. Alors là, ça redevient un peu plus sérieux. Le Monde lui dit, mais parfois les dessins provoquent aussi scandale, blessure, mort. Hélas, répond Plantu. L'affaire des dessins danois publiés en 2005, les émeutes qui s'en sont suivies au Pakistan et dans le monde arabe ont fait prendre conscience qu'un dessin peut être mal compris et manipulé. Internet et les réseaux sociaux sont une poudrière. On croyait dessiner pour un public qui connaît, qui accepte les codes de la caricature. On s'aperçoit qu'on dessine pour la terre entière, en fait. Bah oui, Internet a changé ça. Y compris des gens qui ignorent l'esprit de dérision. C'est intéressant, non? Alors que faire, demande le Monde. Pas question de céder aux barbus, aux fatwas, aux fondamentalistes de toutes sortes. Solidarité totale avec les dessinateurs et artistes qui doivent avoir toutes les libertés. Mais s'il existe un droit au blasphème, comme l'a dit si justement Régis Debray, il ne peut pas y avoir de devoir de blasphème. On ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur notre devoir de responsabilité et sur l'urgence d'expliquer, de dialoguer, de déminer. Voilà, il y a une réflexion là-dessus. Qu'avez-vous ressenti pendant le massacre de Charlie Hebdo? Demande le Monde à Plantu. Une crampe fulgurante de tout le corps, me paralysant pendant plusieurs minutes. Cabu, Charb, Wolinski, Honoré, Tinius. Je les connaissais tous. Je ne pouvais pas y croire. Est-ce que la peur s'est immiscée dans votre vie, lui demande le Monde? Non, mais ma vie est quand même chamboulée puisque j'ai dû accepter une proposition, une protection policière permanente. Plantu vit avec une protection policière permanente depuis les attentats de Charlie. Je dois m'organiser en conséquence et vivre avec 2 officiers de sécurité constamment sur mes pas. Ce matin, j'ai croisé Patrick Pelou, le médecin urgentiste que vous connaissez bien, qui a été aussi chroniqueur à Charlie Hebdo. Et depuis les attentats, Patrick est toujours accompagné d'un policier. Voilà, c'est la vie de ces gens.
Pourquoi arrêtez-vous, lui demande Le Monde. Hein parce que je veux pas faire le dessin de trop. Parce que j'ai la hantise qu'on dise Plantu s'accroche, mais il est fatigué. Ça fait 10 ans que je demande aux dirigeants du Monde de me remplacer. C'est drôle. Mais alors, qu'allez-vous faire après le 31 mars aujourd'hui, hein, ça commence, 1er avril. Eh ben, dessiner, c'est mon oxygène. Je vais donc continuer, mais sans le stress des petits matins. J'ai mis le projet des toiles, de la sculpture, du dessin animé, et puis je vais continuer à aller dans les écoles. Je vois monter la haine, les intolérances, les racistes, les censeurs, une vague immense d'antisémitisme. J'ai peur, c'est pas le moment de déserter. Et enfin, et la fin est toute mignonne, que dirait le gamin lunaire s'il voyait le dessinateur star que vous êtes devenu? Il penserait que l'escroquerie a décidément bien fonctionné. Le Monde lui dit encore cette idée d'imposture. Plantu, 70 ans, plus de 30 000 dessins au compteur, il répond « Ce sentiment ne m'a jamais quitté. » Alors, que penserait aujourd'hui l'ado rêveur des années 60? Je crois qu'il se marrerait en apprenant que des présidents, des ministres, des rois ont scruté mes dessins, les ont parfois affichés dans leur bureau. Il s'esclafferait à l'idée que le pape François a tweeté l'un d'entre eux après les attentats de Bruxelles en mars 2016. Il serait envieux à l'idée qu'un astronaute m'a convié à dessiner en apesanteur, mais il serait surtout rassuré de voir qu'au fond je n'ai pas changé. Quand je suis perdu dans une ville et que nous sommes plusieurs à déchiffrer un plan, tout le monde retrouve son chemin, sauf moi, l'éternel paumé. Il est pas beau cet article? Il est pas beau ce portrait? Voilà. On s'est régalé hier avec l'hommage de Libération à Willem. Eh ben on se régale. Aujourd'hui, n'hésitez pas à acheter Le Monde. Il est encore dans les kiosques, dépêchez-vous parce que la prochaine édition va sortir dans quelques heures pour cet hommage à Plantu. Bon, ça c'est Le Monde qui est, avec une livraison intéressante et je reviens un petit peu en arrière pour vous lire ce nouveau point sur la frappe militaire au Mali de l'armée française qui a tué des civils. Petit coup de café. C'est un truc que je suis avec vous depuis quelques temps. On a commencé par les premières accusations qui venaient du Mali sur l'armée française à taper, à bombarder, dans le cadre de l'opération Barkhane, mais ce n'était pas des terroristes, c'était un mariage. Et il y a plein de civils morts. L'armée a dit, l'armée française, pas du tout, on est catégorique, on s'est bien renseigné, on a tapé des islamistes. Épisode 2, hier, le rapport de l'ONU sur la question qui dit, désolé, les témoins ont raison. Vous n'avez pas tapé des terroristes. Ouais, il y avait bien 3-4 islamistes dans ce groupe de 100 personnes. Vous avez tapé un mariage civil, l'armée française. L'enquête est catégorique. Bon, nouvel épisode aujourd'hui, la version de l'armée française qui se défend. Bon, c'est important de vous donner ces épisodes successifs parce qu'il s'agit au final de découvrir la vérité. Lisons cet article rapidement pour faire le point là-dessus. À mon avis, c'est pas terminé. C'était un rapport très attendu, dont l'objectif était d'essayer de démêler le vrai du faux à la suite d'une frappe française contestée réalisée dans le cadre de l'opération Barkhane. C'était le 3 janvier, à la lisière du village de Bounti, dans le centre du Mali. Près de 3 mois après les faits, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, qui est la MINUSMA, a rendu public mardi donc les conclusions de ces investigations. Je vous en parlais hier, de ce document selon lequel la frappe française aurait tué au moins 22 personnes, dont 19 étaient des civils, comprenez, les autres étaient peut-être effectivement des militants islamistes. Seules 3 de ces victimes auraient été des membres d'un groupe armé terroriste. Les 15 enquêteurs de l'ONU assurent par ailleurs dans leur rapport être en mesure de confirmer la tenue d'une célébration de mariage au même moment, au même endroit. Donc en gros, vous avez tapé un mariage. Alors la nouveauté, c'est que on a la version de l'armée française, la réaction maintenant à ce rapport. Le ministère français des armées a vivement réagi au contenu du rapport. Il s'est dit strictement opposé aux conclusions de l'enquête onusienne. Dans sa réponse, le ministère a répété sa ligne de défense. Selon lui, la frappe a bien ciblé un groupe armé terroriste identifié comme tel. Le ministère est allé jusqu'à émettre de nombreuses réserves quant à la méthodologie du rapport de l'ONU, alors que l'enquête de la MINUSMA donne peu de détails sur le profil des témoins et le contenu des déclarations. Le ministère estime qu'il oppose des témoignages locaux non vérifiables et une méthode de renseignement et des hypothèses non étayées. Parole contre parole. Parole contre parole. Bon, c'est vrai que les témoins locaux sur lesquels on s'est penché il y a quelques semaines, les témoignages, c'était Libération notamment qui nous avait parlé, le rapport de l'ONU vont quand même dans le même sens et vous avez l'armée française qui reste sur sa position. Voilà, on en saura peut-être plus dans les prochaines semaines, je vous tiens au courant, mais je trouvais important de faire un point avec vous là-dessus. Bon, vous avez vu ? On n'a pas que du Covid, pour ceux qui s'inquiétaient qu'on allait parler que du Covid. On a vu la presse en région, on a vu la une du Monde sur la tablette, prenons les journaux d'aujourd'hui. On est sur un bon rythme,
Sachant que je vous quitte vers 11h45, je pense, parce que j'ai mon papa qui me rejoint ce matin en fin de matinée pour, hyper important, pourquoi? Pour sa, je pose les journaux, sa deuxième injection de vaccin contre le Covid-19, le Pfizer, puisque papa est évidemment largement dans les clous au niveau de l'âge. Il a attendu pendant des mois, comme plein de Français, c'est d'avoir un rendez-vous. Il a fini par l'avoir, hein, sans piston, sans rien, hein, à la normale, quoi. Et puis il est super soulagé, donc il a fait sa première injection il y a 3 semaines, je crois. Il vient pour sa deuxième, donc c'est un moment super important. Donc en fin de matinée, je vous quitte là tout à l'heure dans 1 heure, parce qu'il vient passer du coup 2 jours à la maison. Je suis super content qu'il se fasse vacciner et puis de le voir aussi. On y va? Alors, bon, beaucoup de une, on va revoir ces unes rapidement sur, évidemment, les mots du président Macron. Tiens, j'ai pas regardé les audiences, mais il devait y avoir du monde. Tiens, on va aller voir, c'est rigolo ça, parce qu'en général, ça cartonne. C'est des millions, des millions. Hein, ces derniers temps, c'était même plus que pour les matchs, les grands matchs des Bleus en Coupe du Monde. Hein. Tiens, audience Macron, on va dire. Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que je pense que... En fait, il faut savoir que les audiences de télé, elles tombent à 9h. 9h01, 9h02. Puis à 9h, j'ai pas eu la curiosité d'aller voir. Hop. Ok. Voilà. Oui, alors là, mais ça, le problème, c'est que le site que j'ai trouvé... Ah si, en cumulant les scores, ok. Ok. Hop, j'ai l'info ici sur le site. Le site, c'est... Hop. C'est Pure Média, bon, c'est un site spécialiste sur l'actualité des médias, et qui nous donne 80% de PDM, de part d'audience, 80% sur l'ensemble du public, 27,47 millions de téléspectateurs. Et encore, c'est pas tout, parce que ça, c'est juste les chaînes, les grandes chaînes, parce que je pense que TF1 était dessus, France 2 est dessus, M6, Canal aussi, TMC, voilà. Et là, il faut rajouter maintenant les chaînes info, hein, donc France Info, LCI, CNews, BFM, et ça, les infos des chaînes les audiences des chaînes info, on les a qu'à 11h. Voilà. Donc Médiamétrie parle de, au bas mot, 30 millions de téléspectateurs. C'est toujours intéressant de voir ça. Donc plus de 80% d'audience, c'est énorme. Donc ça intéresse les Français, et pour cause, c'est leur quotidien qui est impacté. Alors, est-ce que c'est comme l'espèrent les Échos, l'ultime épreuve qu'on nous inflige pour gagner la bataille contre le Covid-19? Tout le monde l'espère, les Échos aussi. L'opinion essaye aussi de positiver en retenant que Macron promet l'inversion de la courbe et nous a dit que mi-mai, peut-être qu'on allait pouvoir retrouver les cafés et les restaurants, mais ce serait tellement cool. Les salles de spectacle aussi. Le pari d'un nouvel horizon, c'est l'édito de l'opinion. Je vous en lis un extrait. Et les Français savent maintenant l'horizon sur lequel Emmanuel Macron s'engage. 4 semaines d'efforts intenses encore, puis 2 autres de transition avant le retour progressif à la normale, le tout au rythme d'une vaccination sans relâche. On espère que les doses seront là, sinon ça ne marchera pas. Paris raté ou changement opportun de stratégie, c'est avant l'été que son bilan pourra être fait. Nicolas Bétou signe l'édito et CAC. Moi, je vous parle souvent de dessinateurs parce qu'on a la chance d'être en démocratie et ils peuvent dessiner ce qu'ils veulent. Et ici, CAC, l'excellent dessinateur de l'opinion, se moque du président Macron avec Marianne qui l'interpelle et qui lui dit « Vous pouvez m'expliquer ce qui a changé depuis 1 an ?» Et Macron de répondre « Le Premier ministre ». Excellent. Donc c'est l'opinion. Le Figaro, c'est parti. Confinement, suite, et on est dans l'espoir toujours. Hein, on n'est pas que des râleurs en France, parfois on essaie d'espérer aussi. Hein. Puis au vu où on en est, confinement, suite et fin, espère le Figaro. Voilà. Il y a un joli édito, j'aime bien le titre de l'édito d'Alexis Brézet, Terre Repetita. Hein, c'est pas bis repetita, c'est Terre Repetita. Même si le mot n'a pas été prononcé, hein, le président Macron n'a pas prononcé le mot confinement, reconfinement hier, même si le mot n'a pas été prononcé, force est de constater que les efforts demandés hier ont toutes les apparences terre repetita, donc d'un nouveau confinement. Déjà pointe l'ombre du procès politique. Emmanuel Macron n'aurait-il pas été bien inspiré de faire il y a 2 mois ce qu'il se résout à faire aujourd'hui? Mais, donc là c'est intéressant parce qu'on a le Figaro, journal qui peut être très critique avec le gouvernement, qui valide un peu la stratégie de Macron. Écoutez, c'est oublier que ces 2 mois perdus, hein, c'est la réponse aux épidémiologistes, aux médecins, ceux qui disaient ça fait 2 mois qu'on aurait dû confiner comme ça, c'est oublier que ces 2 mois perdus n'ont pas été pour tout le monde. Les enfants ont appris à l'école, les entreprises ont tourné, les Français ont vécu, et ce qui leur a été donné ne sera pas repris. Là, il y a une forme de soutien du Figaro qui estime en tout cas que c'était la bonne politique. Je prends le Parisien maintenant, qui, contrairement à d'autres, estime qu'il n'y a pas d'inflexion, il n'y a pas de virage.
dans la stratégie du gouvernement, c'est un cap maintenu. Je crois que c'est ce que dit dans son édito. Ouais, c'est ça. Hop, j'aime ce bruit des journaux. Jean-Michel Salvatore, cap maintenu. Hier soir, il a maintenu sa stratégie intacte de freiner sans enfermer, tout en y apportant des aménagements substantiels. Alors, c'est ça. Alors, certains, ce matin, j'interviewais sur France Info un représentant de la France Insoumise qui disait non, c'est pas un cap maintenu, c'est un vrai virage. Donc là, chacun son analyse. Pas question de confinement généralisé. C'est que le président s'est forgé des convictions fortes dans la lutte contre le Covid. Il les défend mordicus avec, dit-il, humilité et détermination, mais ne se laisse ni influencer ni fléchir alors que les critiques redoublent. Si au final son pari sera jugé gagnant, tout le monde tirera son chapeau, et puis s'il perd, tout le monde lui tombera dessus. C'est le jeu de la démocratie. Merci aux Parisiens de s'intéresser aux soignants. Moi je trouve qu'on n'en parle pas assez, qu'on les oublie. 10h45 coffee time. Non, je viens d'en boire un là, rapide là, entre deux articles. Je repousse le coffee time. Oui, merci aux Parisiens de s'intéresser aux soignants. Épuisés mais prêtes pour la troisième vague. On est là dans un reportage à l'hôpital d'Argenteuil, on est dans le Val d'Oise. C'est le département le plus touché d'Île-de-France. Les personnels soignants en première ligne depuis un an se préparent à des semaines difficiles et on les a suivis pendant 2 jours. Alors on va voir par exemple Candice, 27 ans, infirmière aux urgences. Pour elle, la troisième vague, c'est vraiment une réalité. Elle est coriace. Elle dit Candice, on a maintenant, écoutez, des patients de plus en plus jeunes, entre 30 ans et 60 ans. Au box 4, c'est une femme de 22 ans, sous oxygène. Je ne sais pas quel âge vous avez. 22 ans, la jeune femme là, intubée, sous oxygène, ok ? Malgré la difficulté de rester au front, jamais la jeune femme souriante, on parle de Candice, l'infirmière aux urgences, ne se départit de son sourire. Jamais elle n'a pensé à arrêter ce métier. C'est peut-être bizarre, dit-elle, de dire ça, mais je suis fière d'être en poste. Je sens que c'est important d'être là. Ici, à l'hôpital, c'est la réalité. Dehors, c'est un autre monde. Lâche-t-elle désabusée parce qu'elle voit à l'extérieur. Les gens ne se rendent pas compte. Dans son service, les gens sont d'accord avec elle. On en est là parce que les gens ne respectent pas les gestes barrières. Il faut le dire, c'est une docteure, Catherine Le Gall, qui dit ça. Quand je vois, dit la docteure, Lalanne, Francis Lalanne, qui fait son cinéma. Bon, rappelons que le chanteur a incité une foule de personnes qui n'avaient pas de masque à s'embrasser. Donc quand je vois Lalanne qui fait son cinéma, quand je vois des gens qui jouent à la pétanque ou à glutiner sur les quais de Seine, bon, elle ne termine pas sa phrase parce qu'elle est un petit peu en colère. Donc Candice, infirmière aux urgences, la parole à Myriam, 32 ans. Elle est où Myriam ? Je crois qu'elle est là. Hop, ici, Myriam, là vous aviez Candice, là. Puis là vous avez une troisième personne qui est Nawal, qui est infirmière en réa. La parole donc maintenant à Myriam, qui est aide-soignante, elle n'est pas infirmière. Elle voulait démissionner. Elle avait mûrement réfléchi sa décision après la première vague. Myriam ne voulait plus entendre parler de ce virus, elle voulait démissionner. On m'a pas appris à l'école à laisser un patient mourir seul, à le couvrir d'une couette, à être le dernier visage qu'il voit. J'avais prévenu ma cadre, j'avais réfléchi à ce que j'allais écrire dans ma lettre de démission, mais j'ai pas réussi à la rédiger finalement. J'ai continué d'enfiler ma blouse blanche et est revenue au travail. Comme ses collègues, elle est fatiguée et elle appréhende la troisième vague. Pas facile, ce qui vivent les soignants. Chapeau à eux. Nawal, enfin, infirmière en 26 ans, elle a 26 ans, elle est infirmière en réa, et elle dit, quand on le dit qu'il fatigue ses soignants, j'ai l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, et dire que cet été, on avait presque plus de cas de Covid. Bravo à eux. Allez, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles dans l'actu ? Ouais, il y en a des petites, mais par exemple comme un match de football que l'équipe de France a gagné hier, dans les qualifications pour le mondial. On est page 16. Le bon coup de Grisou, puisque un but, et c'est Griezmann qui l'a marqué, sans éclat. Le match n'était pas fou. Les champions du monde ont réussi à éviter le piège en Bosnie en parvenant à s'imposer grâce à un but de Griezmann. Ils prennent la tête de leur groupe, alors que l'Ukraine n'a pas réussi à battre le Kazakhstan à domicile. Bon, certains estiment que cette équipe de France n'est pas impressionnante, mais regardez, pour l'instant, la France, c'est ce qui compte, est largement en tête de son groupe. C'est la poule, le groupe D, 7 points. L'Ukraine est loin avec 3 points, puis viennent la Finlande, la Bosnie et le Kazakhstan. Pour l'instant, tout va bien pour le foot. On revient à la crise sanitaire, la France reconfinée. C'est drôle parce que certains journaux disent non, c'est pas un reconfinement. Certains disent si. La Croix, c'est si. Et pour la Croix, eh bien, il y a un pari à gagner là, tous ensemble. C'est pas le pari de Macron, c'est un pari à gagner tous ensemble. C'est la vie de la Croix, c'est le pari du civisme. Cette fois au moins,
Les choix sont clairs. Depuis qu'il a décidé fin janvier contre l'avis des scientifiques de ne pas reconfiner, Emmanuel Macron affronte un procès en indécision. Sa prise de parole d'hier était indispensable, non seulement pour accompagner des annonces lourdes de conséquences pour les habitants de métropole, mais aussi pour dissiper cette impression que l'exécutif tâtonne sans cap ni boussole. De son point de vue, son allocution est habile. Il annonce des restrictions nouvelles sans paraître renier la stratégie de ces derniers mois. On peut se réjouir, écrit Lacroix, de l'entendre pour la première fois évoquer un horizon, la mi-mai, donc pour la réouverture des lieux de culture, des terrasses de restaurants, ça c'est une première, mais aussi de concéder des erreurs. Ouais. Du bout des lèvres, le mea culpa de Macron. Emmanuel Macron se désole des retards dans la vaccination en promettant du mieux dès les prochains jours, on ne demande qu'à voir ça, et il donne le coup de grâce à l'attestation pour les déplacements de proximité qui manifestement ne servaient pas à grand-chose, ça c'est moi qui le rajoute. C'est le signe aussi que l'exécutif fait le choix de s'en remettre au civisme, c'est le mot-clé de cet article, et au sens des responsabilités de chacun. Les fêtes de Pâques, habituellement propices aux rassemblements familiaux, nous dirons dans quelques jours s'il a été entendu. C'est l'analyse de Lacroix de tout ça. Je remonte un petit peu sur vos commentaires, puisque je lis et je ne vous lis pas. Merci Samuel pour ce rendez-vous, tu régales. Merci Anjarost, trop gentil. Ok. Oui, sur le foot aussi, vous n'êtes pas impressionné par ce qu'a montré l'équipe de France. Ok. Voilà. Je suis aide-soignant, me dit Xaros 80, grosse hémorragie de personnel à prévoir à l'hôpital public. J'ai lu un article là-dessus il y a 1 ou 2 jours, effectivement. Aux urgences, mais à l'hôpital aussi, ça va. Il y a beaucoup de gens qui vont s'en aller, peut-être, tellement c'est compliqué. Donc attention, puis après, il va falloir recruter, ça va être compliqué. Ok. Ok, puis des réactions aussi à Francis Lalanne. Allez, on continue. Macron change d'école. Donc pour l'humanité, oui, il y a un changement de stratégie. Voilà. Le chef de l'État annonce la fermeture des établissements scolaires pour 3 semaines, donc 15 jours de vacances, vous le savez. Et l'UMA aussi rend hommage aux soignants avec cette une. Service de réanimation à bout de souffle. Réanimateurs et anesthésistes témoignent de la situation dans leur hôpital et lancent un cri d'alarme. Il y a un édito là-dessus d'ailleurs, signé Cathy Dos Santos, sur l'hôpital. Je sais qu'il y a des soignants avec nous là, je lisais les commentaires. Ça craque de partout. Les clignotants virent au noir. Les hôpitaux flirtent avec le burn-out. Il faut l'entendre, ce cri d'alerte des professionnels des services de réanimation, il est terrible. Ces blouses blanches nous disent que rien n'a été fait, aussi peu depuis 1 an. Le tir n'a pas été corrigé alors qu'on aurait pu former davantage d'hommes et de femmes à même d'être sur cette première ligne si chère à Macron que son exécutif livre pourtant à elle-même. Que de temps perdu, que de temps gâché, un temps précieux dans cette course effrénée contre la montre, c'est contre la mort. L'UMA dit pas forcément fallait reconfiner il y a 1 mois ou 2. L'UMA dit, ça fait 1 an, on dit qu'il faut mettre des moyens, notamment en réa, et on l'a pas fait. C'est vrai. Hier soir, le président Macron a dit, allez, on va porter la capacité en réanimation à 10 000 lits. En France, on est à 5 000. Je crois qu'actuellement, on est à 7 000. Il annonce 10 000. Il n'a pas dit comment il allait le faire, ni quand il allait le faire, à suivre. Qu'est-ce que c'est cet article ? Ok. Ah, et puis alors, avec l'humanité, un mot de Science et Vie. Il y a des lecteurs de Science et Vie, du magazine Science et Vie, du magazine de vulgarisation Science et Vie. Il y a des lecteurs actuellement, ou des gens qui ont lu Science et Vie. Oui, me dit Belmont. Ouais. Used to be, me dit... Oh, il est imprononçable, ton pseudo. Il finit par pouf pouf, mais il est très long. Oh, mais il y a tellement de lecteurs de Science et Vie. Ouais, de feu Science et Vie. Bah ouais, voilà, il y a des abonnés. Toute ma jeunesse. C'est Science et Mort maintenant, me dit quelqu'un, me dit le toboggan dans le chat. J'espère que j'ai bien lu ton pseudo. Ouais, Science et Vie, ça va pas du tout. Super magazine, c'est un magazine qui a plus d'1 siècle d'existence, vous vous rendez compte, Grand magazine de vulgarisation scientifique, et ça ne va plus du tout. Regardez ce titre de l'humain, on en parlait déjà hier, mais on a, je trouve, dans cet article des précisions que j'avais pas hier. Pour bien comprendre ce qui se passe. Démission collective à Science et Vie. Reworld Media, ça c'est le propriétaire, le nouveau. Vide de sa substance, le magazine scientifique de référence pour n'en faire, comme avec ses autres titres, qu'une machine à sous, les journalistes claquent la porte. Plutôt que de voir leur magazine devenir une coquille vide, 9 des 10 journalistes de Science et Vie, 5 titulaires et 4 pégistes ont décidé de démissionner en bloc mardi. En cause, la façon dont le groupe Reworld, propriétaire du titre, a décidé de plonger ce mensuel de référence
dans la pénurie et l'absence de rigueur scientifique et journalistique. Science et Vie est l'un des titres rachetés par Reworld en 2019. C'est pas vieux, hein, cette histoire. Or, ce qui intéresse les deux fondateurs du groupe, Pascal Chevalier et Gauthier Normand, c'est pas l'information. C'est la marque dont ils peuvent tirer des bénéfices financiers. Dans les titres qu'ils rachètent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vident les rédactions. Ils externalisent. Et qu'importe si la qualité des contenus n'est plus au rendez-vous. À Science et Vie, 10 personnes, soit la moitié de la rédaction, sont parties en 2019 avec la clause de cession, sans être remplacées. Alors que nous traversons une pandémie mondiale, la direction n'a même pas recruté des spécialistes santé, dit la rédaction. Le site internet a été confié, toujours selon la rédaction, à une communicante qui multiplie les erreurs scientifiques. Ça a été externalisé et il paraît que ça ne ressemble plus à rien. Pour les deux dirigeants de Reworld, le journalisme ne sert de toute façon à rien. Oh, je sens que je vais bien m'entendre avec eux, moi. Nous sommes le Spotify des contenus. Et le journaliste, c'est vieux monde. Ok, déclarait-il à CB News en février. Il pourrait s'en mordre les doigts. Eh ben, j'espère bien. Pourquoi? La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, poussée par les syndicats de journalisme, a demandé un rapport remis le 16 mars. L'enjeu, définir qui a le droit. Pardon, c'est ma table de son qui bouge toute seule. Qui a le droit au titre de presse et donc aux aides. Reworld, dans l'absolu, pourrait être pris à son propre piège de rentabilité. Bon, en tout cas, c'est bien triste pour ce beau titre de la presse. Certains disent que ça va finir en François. François, c'est la même chose. François, pour ceux qui connaissent l'histoire de la presse, c'est un des plus grands journaux quotidiens de l'après-guerre. Hein. François, un des plus gros tirages de l'histoire de la presse française. Et puis ces dernières années, en fait, il s'est passé la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un a racheté la marque François. Officiellement, le journal existe toujours sur Internet. Je crois qu'il n'y a plus de version papier. Puis en fait, c'est pas du tout un journal. Hein. Il n'y a pas de journaliste dedans. Les articles, c'est complotisme et compagnie. Voilà. Donc, si vous voyez un article siglé François, c'est pas de l'info. Hein. C'est autre chose. Je sais pas ce que c'est pas de l'info. Voilà. Mais ça s'appelle toujours François. Ça s'appelle toujours François. Organe de propagande russe désormais, me dit Yo Potier. Beaucoup qui me parlent de la Russie et de François. Bon, j'adore cette Libération. Le diable se cache dans les détails. Regardez la tête du chef de l'État sur cette photo. Ils sont forts. Regardez. Vous pensez que c'est une vraie capture d'écran ou est-ce que c'est Libé qui a un peu modifié le truc? C'est chaud quand même, non hein? C'est chaud, non? Il a l'air... Druon, il a l'air constipé. Les gars, un peu de respect pour la fonction. Hein, photomontage, vous pensez? C'est vrai qu'elle est presque trop belle pour être vraie. Bon, jolie photo, joli titre. En avril, sur un fil, et en mai, on espère bien sûr, fais ce qu'il te plaît. Donc ça, c'est Libé. Je ne vais pas vous lire tout Libé sur le Covid, ça va, je crois qu'on s'est dit assez de choses sur le Covid. Non, on va regarder. Attention, c'est très important, musique de suspense. On va faire un truc super. Suspense. On va regarder les premiers dessins de Coco. Hier, on a lu l'hommage de Libération à Willem qui part à 80 ans après 40 ans de bons et loyaux services. Le dessinateur principal de Libé, c'était Willem. À partir d'aujourd'hui, 1er avril, et c'est pas une blague, c'est Coco, c'est la dessinatrice. C'est une femme, c'est très rare en matière de dessin de presse, qui devient la principale dessinatrice de Libé. On la reçoit dimanche ici à la maison. Voilà ces 2 premiers dessins. Et ils sont sympas, ils sont super réussis, regardez. Hop, le premier. Télétravail. Et c'est ce qui va se passer pour plein de mamans et de papas, si on l'espère, ils participent aussi à l'éducation des enfants. Hein, la pauvre maman en télétravail. Bonjour patron, et le petit sur le dos, les fesses sur le nez, et le grand, qui n'est pas très grand, en train de s'accrocher au PC portable. Voilà, et ça, je pense que ça parle à ceux qui ont vécu le télétravail. Premier dessin sympa. En un dessin, on dit beaucoup de choses. Hein, on dit la difficulté du télétravail, on dit la difficulté de la période, on dit la charge mentale aussi qui pèse sur les femmes. Je pense qu'il y a ça aussi dans le dessin de Coco. Voilà, c'est pour ça que c'est important que ce soit une femme qui devient la dessinatrice principale de Libé. Et je vous montre, hop, celui-là. Oh, il est savoureux celui-là. Oh, il est savoureux. Parce que ce qui est fort avec certains dessinateurs de presse, c'est qu'ils arrivent à mixer, mélanger, marier 2 actus. Regardez. Hein? Donc, qu'est-ce que c'est là? Hop. Covid.
sur la piste d'une transmission animale. Je vous rappelle qu'on ne connaît toujours pas l'origine du Covid, hein, on cherche toujours. A priori, ce ne serait pas les chauves-souris, enfin le pangolin, mais plutôt les chauves-souris. Et justement, réunion de chauves-souris, et une chauve-souris qui râle, parce qu'il y a un humain, voilà, il y a un homme ici, et la chauve-souris lui dit « c'est une réunion non mixte ». Excellent, réunion non mixte. Hein, les réunions non mixtes qui ont fait couler tant d'encre ces derniers jours, notamment après les propos d'Audrey Pulvar. On en a parlé ici d'ailleurs. Pas mal, hein, les 2 premiers dessins de Coco. Hein, j'ai l'impression que ça vous plaît. C'est pas mal, hein. Pas mal. Bon, bravo pour ces débuts Coco. Et je vous rappelle, elle est avec nous 19h dimanche. Ici même, vous pouvez lui poser les questions que vous voulez. Est-ce que j'ai un autre truc à vous montrer dans l'IB ce matin? Ah ouais, bah si. Si, la Birmanie. Alors, moi je dis depuis quelque temps que avec Le Monde, Libération est vraiment le journal qui suit le mieux les événements en Birmanie depuis le coup d'état militaire. Voilà, on a 2 pages qui sont géniales. Là, je vous conseille la lecture de l'IB si vous vous intéressez à ce qui se passe en Birmanie. 2 pages géniales sur où en est la Birmanie aujourd'hui et c'est super chaud. Lisons ces quelques mots. Birmanie, de la révolte à la guerre ouverte. C'est en train de partir en sucette dans une ultra-violence cette histoire. 2 mois après le coup d'état militaire, le pays s'enfonce dans un climat de terreur, alors que les conflits redémarrent aux frontières. Divisé, le Conseil de sécurité de l'ONU devait se réunir à huis clos mercredi. On y va. Où on a la Birmanie? J'y suis toujours en Birmanie, ça devient vraiment compliqué. La Gauloise, tu es en Birmanie? Waouh, c'est intéressant. Tu es en Birmanie, donc tu vis ça? Allons-y, tu vis quoi? La Birmanie a bel et bien sombré dans la guerre civile. Les images des manifestations de masse pacifistes et inventives de février semblent déjà appartenir à un passé lointain. Les rues birmanes sont devenues des zones de guerre avec leurs barricades, leurs rafles, leurs sacs de sable, leurs incendies, leurs tirs à balles réelles, leurs corps fauchés dans la poussière ensanglantée. Depuis fin février et le déploiement de l'armée dans les villes du pays, le grand massacre a commencé. Samedi, jour de commémoration des forces armées qui s'en sont données à cœur joie en tuant à tout va au moins 139 personnes, a hélas éclipsé une autre journée noire qui avait déjà franchi un palier inédit dans la tuerie. Le régime de Min Aung Hlaing, pardon pour mon birman, mais c'est le patron de ce coup d'état militaire, a adopté la stratégie de la terreur. Il vise des têtes, des yeux, des dos, des enfants. Il tue dans la rue, à l'intérieur des maisons, il tire sur les hôpitaux, il tire sur les passants, il tire sur les passagers à scooter, il tire sur les ambulances. De sources diplomatiques, on évoque la présence croissante à la nuit tombée de groupes armés mobiles sans uniforme qui tirent. Parfois emportent des cadavres, ils prennent le relais des forces de l'ordre qui sont fatiguées par 2 mois de mobilisation. Qui sont les donneurs d'ordre? Je vois que ça vous touche tout ça. Avec tous ces F. Cette orgie de violence qui va de pair avec un sentiment d'impunité des forces de sécurité semble sans limite. Écoutez, c'est de pire en pire. Le régime s'est livré à des actes de torture, notamment sur des élus de la Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi. Arrêtés à la nuit tombée, ils ont été littéralement massacrés par des nervistes du régime. Les familles ont récupéré des corps suppliciés, éventrés, déformés. Que les militaires se soient sentis menacés par un processus de démocratisation qui commençait à leur échapper, on peut le concevoir, analyse un expert qui souhaite conserver l'anonymat pour protéger ses proches. Mais ce qui sidère en ce moment, c'est la férocité de la répression et le fait que les forces de sécurité continuent d'obéir à cette stratégie de la terreur sans état d'âme apparent et souvent même avec un certain zèle. Fin de l'article. Depuis 2 mois, le régime putschiste voit les oppositions s'additionner contre lui. Parmi celles-ci, les rébellions ethniques qui figurent en tête. Bon, quand on s'intéresse un peu à l'histoire de la Birmanie, toute l'histoire de la Birmanie est rendue compliquée par ces problèmes ethniques. C'est le retour à la guerre ouverte qui menace la Tatmadaw. Tatmadaw, c'est le nom de l'armée birmane. La remobilisation des armées ethniques et la reprise des combats ont réveillé les espoirs d'une armée fédérale et d'une improbable unité nationale contre la Tatmadaw. Le régime semble se bunkériser. Pendant ce temps, l'économie sombre, avec une récession de 10%, les investissements qui s'effondrent, les prix des produits de base qui flambent, un système bancaire au bord de l'effondrement. Chaud la Birmanie, et merci Libé de nous tenir au courant. Avec Le Monde, c'est les 2 journaux qui le font le mieux, je trouve. Rapidement, la une de l'équipe. Hop, une tête de leader. C'est les Français, même s'ils ne nous impressionnent pas trop dans les matchs. Il y a plein de questions sur le F. Ça y est, et mon ami Nightbot vient d'expliquer. Un Nightbot, en fait, ça vient d'un jeu vidéo qui s'appelle Call of Duty. Et quand on presse
sur je salue Amber Heat aussi, hein, modérateur, merci qui est avec nous. Quand on presse la touche F sur un clavier pendant Call of Duty, eh ben, c'est pour rendre hommage à quelqu'un qui est tombé au combat, un soldat, et donc, par extension, c'est quand on veut rendre hommage ici aux victimes de la dictature, de la répression en Birmanie. Donc une tête de leader, les Bleus, qui sont en blanc ici, pas forcément parce qu'ils nous impressionnent, mais parce qu'ils sont bien en tête de leur groupe D. Voilà, 7 points, l'Ukraine 3 points. Tout va bien pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Je crois qu'avant, il y aura l'Euro, si je dis pas de bêtises. On m'envoie des SMS. Je regarde. Ok. Parce que je surveille l'arrivée de mon papa. Voilà. Donc tout va bien. Ok. Bon, je répondrai tout à l'heure. Alors là, c'est drôle ça. C'est drôle ça. Là, regardez comment j'y vais. Oh là, le suspense. Qu'est-ce que c'est? Oh, regarde, il a le point. Oh, il a le point. C'est un truc de malade. C'est drôle cette histoire. Plusieurs jours qu'on dit waouh, on attend avec impatience l'interview exclusive de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe dans un magazine. Ce sera peut-être Le Point, ce sera peut-être jeudi. Il a plein de trucs à dire. Il va sortir un livre. Le livre sort bientôt. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il ne serait pas candidat à la prochaine présidentielle? Quelle est sa stratégie par rapport à la majorité, par rapport à la droite? Bon, le truc sort aujourd'hui, mais tout le monde n'a d'yeux que pour ce que Macron a dit hier. Ça passe un peu à l'as. Mauvais timing, comme on dit. Bon, intéressons-nous quand même. Ah, Édouard Philippe, voilà. J'aime être aux manettes. Bon, j'ai fait un tweet pourri à ce propos quand j'ai vu la une hier du Point qui arrivait. Est-ce que je vous la montre? J'ai un peu honte, mais voilà. Hein. Moi, je pense qu'il faut rire au maximum de l'actualité pour s'aérer un peu, même quand c'est lourd. Comme ce tweet. Allez, je vous le montre. Je suis en train de le chercher. Voilà. Hop, on va sur mon compte Twitter. Ok. Hop, et mon tweet là-dessus. Le Point, Édouard Philippe, j'aime être aux manettes. Voilà, et mon commentaire, nouvelle preuve, s'il en était besoin, que le jeu vidéo ne cesse de gagner du terrain. Manette, jeu vidéo, excellent. Ça, bon, il y a des gens gentils ici qui me disent qu'il était bon. Vous êtes bien sympa. Voilà, donc, alors il passe un petit peu à côté là, puisque il est un petit peu à rebours de l'actualité, ce numéro du Point avec à la fois les bonnes feuilles, comme on dit. Qu'est-ce que c'est les bonnes feuilles d'un livre? Les bonnes feuilles d'un livre, c'est les meilleurs passages en exclusivité avant même la sortie du bouquin. Voilà, donc ça c'est le Point. Et puis interview, s'il vous plaît, hein, de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe aussi. Alors, qu'est-ce qui mijote? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il est super populaire? Il est super populaire, on dit que c'est l'une des personnalités politiques préférées des Français, c'est ce que disent certains sondages, tout ça. Est-ce que puisqu'il est très populaire, est-ce qu'il ne pourrait pas en faire quelque chose? Par exemple, hein, si le président Macron voyait sa cote de popularité s'effondrer dans les prochains mois, est-ce qu'il ne pourrait pas être candidat carrément? Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, on n'en sait rien. Parce que dans le bouquin, il dit rien, dans l'interview, il dit rien. Voilà. C'est ce que certains pourraient appeler de la com politique. Donc, il dit qu'il aime bien être aux manettes. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? C'est sympa, hein, mais ouais, non. Le mec super déçu. Ouais, exemple de l'échange, hein, exemple. Le Point lui dit, bon, dans le dernier baromètre Ipsos Le Point, vous êtes la personnalité la plus populaire, 53% d'opinion favorable. Lui répond, disons, plutôt la moins impopulaire. Ouais, c'est pas faux. Alors, Le Point le relance. Comment ferez-vous fructifier ce capital? Ils sont malins au Point, il dit. Hein, tu y vas ou tu y vas pas? Ce capital est très intéressant, mais il n'existe pas, répond l'ancien Premier ministre. Le Point dit, il dit ça, Le Point. Et l'ex-Premier ministre répond, il n'existe pas, je vous dis. La popularité est aussi solide qu'une volute de fumée. Ni la popularité, ni l'impopularité ne comptent à mes yeux. Okay. Ou plus exactement, elles ne doivent jamais guider l'action. Okay. Ce qui compte, ce sont les idées, les principes, et je veux me battre pour ceux auxquels je tiens. De quelle façon? Demande Le Point, et là on dit ça y est. J'ai trop bien fait d'acheter Le Point. De quelle façon? De quelle façon? Et là il répond. Vous êtes prêts? Vous verrez. C'est mon thermos qui est tombé. Non mais, sérieux quoi? Ça fait des jours que je vous annonce le truc en vous disant on va savoir des trucs de dingue. Et le mec, on lui pose la question, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est? Et le mec il répond, vous verrez. Sérieux?
Super déçu. Tellement déçu que je vais m'offrir un café. Édouard Philippe, si vous êtes avec nous, hein, riez parce que c'est bien de rire aussi. Une petite musique du café. Vous verrez. Bon, étonnant. Deliveroo, tout le monde connaît Deliveroo, le géant de la distribution de repas, les livreurs, les conditions de travail. Donc on se dit, doit se faire un max de blé et tout. Et puis là, ils viennent d'être introduits en bourse. Donc on se dit, waouh, ça a dû... Catastrophe Deliveroo. Intéressant de lire les échos. C'est même le supplément éco, entreprise et marché. On se dit, voilà, c'est quoi ce truc? Bah c'est fandard. Deliveroo vient donc d'être coté en bourse, hein, ok. Et alors débute par une sortie de route. À peine coté, ils ont perdu. On va aller voir combien ils sont là. Tiens, au plus fort de la séance d'hier, ils ont perdu 30%. Vous imaginez, hein, une entreprise qui est cotée pour la première fois, hein, pour lever des fonds, et qui voit ton titre se casser la gueule de 30%. Alors, je crois qu'ils ont fini la séance à genre 20-25%. Je vais vous dire ça tout de suite, j'ai trouvé le chiffre. Mais c'est ce qu'ils appellent une catastrophe. C'est fou, oups là. Alors, si je tape, bougez pas. Oh, mon site préféré sur les marchés boursiers est un peu en PLS là. Bon bref, catastrophe. Tant pis pour le chiffre exact, vous irez le chercher comme des grands. D'ailleurs, vous l'avez peut-être indiqué. Quelqu'un le chiffre de la première séance de Boursorama? Je lui fais gagner. Si jamais vous me donnez le bon chiffre, je vous fais gagner toute mon estime. Toute mon estime. Donc catastrophe pour Boursorama, pour Deliveroo. Pour la plus grosse introduction à Londres depuis celle de Glencore en 2011, le recul en un jour est spectaculaire. Alors même que l'entreprise fondée en 2013 avait opté finalement pour le plus bas de la fourchette même du prix, hein, 26,4. Moins 26,4 me dit-on précisément. Voilà. Alors il rebondira peut-être, mais 26% pour une première séance, c'est une catastrophe. Merci, vous avez toute mon estime. Vous avez gagné. Deliveroo a dévissé de 15% dès les premiers pas, une décolle jusqu'à 30,5% en séance. Alors les premiers signaux négatifs avait été émis la semaine dernière par plusieurs grandes sociétés de gestion d'actifs. Alors pourquoi? Là, on va comprendre le pourquoi, parce que là, je me moque, mais ça sert à rien de se moquer. Pourquoi Deliveroo a dévissé? D'abord, donc la semaine dernière, il y a des grandes sociétés de gestion d'actifs qui avaient émis leur scepticisme sur la viabilité du modèle économique, hein, de l'entreprise, mais aussi sur la structure du capital. Aujourd'hui, il faut savoir que Deliveroo ne gagne pas d'argent. C'est une entreprise qui en perd, mais qui essaie de devenir le plus gros pour après être sur un marché où il pourra se faire un petit peu des sous. La volatilité du cours montre à quel point la question de la rentabilité du secteur reste posée. Autre interrogation, quel sera le rythme de croissance de la livraison de repas une fois la pandémie sous contrôle? Voilà, ils ont toujours été déficitaires, me dit Yann Percheron. Exactement. Hein, alors non seulement ils ne gagnent pas d'argent, mais là, avec la crise sanitaire, en fait, ça a fonctionné et ça a marché du feu de Dieu, Deliveroo, hein, vous le savez, sans doute. Mais là, si ça se termine, les livraisons, ça risque de baisser aussi. Donc, voilà, les investisseurs s'inquiètent. Et puis, dans le business model de l'entreprise, figure aussi le statut des livreurs, puisque pour toutes les plateformes, il y a de nouvelles règles sociales qui sont en train d'émerger dans des pays comme l'Espagne, où vient d'être adoptée la loi Riders, hein, en Espagne, considérant les livreurs comme des salariés. Tout ça remet en question pas mal le système, le modèle économique d'une boîte comme Deliveroo, d'où ce gros dévissage à la bourse de Londres. Voilà. Bon, après, ça peut remonter. Hein. Ok, je vois les commentaires là-dessus. En tout cas, ça vous intéresse un petit peu. Voilà. Bon, donc vous avez... merci à ceux qui m'ont filé le chiffre. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste... Ouais, on est sur un... Moi, c'est bien, parce que j'avais plein de choses à vous lire, mais j'étais sur un bon rythme. Et en fait, on a un peu d'avance. Mais c'est drôle, ça. Peut-être que... Je suis en train de me dire que je sélectionne peut-être... que je suis peut-être plus difficile dans mes sélections, hein, d'articles et des extraits que je vous lis, pour des choses un peu plus denses. Et je me rends compte que je vous donne plus d'infos en moins de temps qu'avant. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Alors, il me reste que deux choses. Il me reste
de vous montrer Paris Match. Je n'ai pas du tout été emballé sur ses souvenirs à propos du chanteur Christophe. Là, ses mémoires révèlent la face cachée d'un dandy. Bon, moi j'aime bien Christophe, mais bon là, c'est les photos de ses amours. Bon, ça m'a pas. Voilà. Il y a aussi le dernier amour de Bob Marley. Je n'ai pas accroché non plus. Par contre, il y a un tout petit article que j'ai trouvé intéressant, voilà, parce que je trouvais que ce monsieur était assez étonnant. Ah, c'est vrai qu'on pourrait chanter. Si on est en avance. Hein, on veut l'article scandale sur toi, Samuel, mais il y a un article scandale sur moi. Encore. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors, tapons Samuel Etienne pour voir si j'ai encore fait des bêtises. Quel article scandale? Ah, mais si, l'article, non. L'article où je me suis coupé le doigt avec un couteau à couper le beurre. Non, je vois rien de nouveau. Donc, peut-être chanter un petit Christophe ce matin. Je vais voir. Non, ce qui m'a intéressé, c'est cet homme. Là, c'est lui. Mark Bryan. Vous voyez ou pas? L'homme qui aimait les jupes. Voilà. Qui aime même les jupes. Pourquoi l'imparfait? C'est au présent. Ce Texan, c'est un beau bonhomme, hein, regardez, costaud et tout, je pense que c'est un sportif. Ce Texan affole les réseaux sociaux, Mark Bryan, et prouve à 61 ans qu'il n'y a pas d'âge pour combattre les stéréotypes de genre. Ingénieur en robotique et coach de football, Mark Bryan s'est découvert il y a quelques années déjà un penchant pour les talons aiguilles et les jupes, et il a depuis lancé son carnet de bord mode sur Instagram. Si vous tapez Mark Bryan sur Instagram, vous allez trouver Mark Bryan en jupe, en talons hauts, et franchement, il le porte super bien. Il dit « Je suis un homme hétéro, marié, qui aime les Porsche, les belles femmes, et intégrer des talons hauts et des jupes dans mes tenues quotidiennes. » Il aime tout ça. Voilà. Pour l'homme déjà grand-père plusieurs fois, il n'est pas question de s'attribuer une étiquette, ni entrer dans une case. J'aime bien les gens qui ne rentrent pas dans les cases, moi. Mais simplement de brouiller les pistes entre les vêtements traditionnellement perçus comme féminins et masculins. La révolution, c'est maintenant. Moi, je dis... Bravo à ce monsieur. Voilà. Il veut pas être dans une case. Il veut brouiller les codes. Regardez le bonhomme. Je sais pas si vous voyez, mais il est super musclé. Et bien vous savez quoi? Je le trouve très beau. Avec ses talons hauts et ses jupes. Voilà. Kiwi It's Me. S'il aime s'habiller comme ça, il a largement raison de le faire. Bravo, dit Princesse Marie II. Ouverture d'esprit. Je suis complètement d'accord. Ouais, il est trop stylé. Les talons aiguilles. Minos, les talons aiguilles, ça nique les chevilles, je pourrais pas. Ouais, il est fort aussi. Mon ex est hétéro, il aime porter des robes, me dit Evolution Fox 3. Bah voilà. Il y a des commentaires que je lis pas, non pas parce qu'ils sont excessifs, vous êtes super cool, mais c'est des vannes que je peux pas lire. Il y a peut-être des enfants. Voilà. Ouais, Faris, ce mec a les couilles d'assumer devant tout le monde ce qu'il aime. Franchement, j'appelle ça un giga bonhomme. Bah ouais, je suis super d'accord. Nono TV, on dirait Roselyne Bachelot. Oh non, sérieux non. Oh, c'est pas cool. Donc, moi je dis chapeau à ce monsieur. Voilà. Allez, allez, puisqu'on a de l'avance, et après je vous lirai un. Tiens, puisqu'on a de l'avance. Et que pour finir, je vous lirai un très bel article sur DJ Snake que je connaissais pas bien. Voilà, je savais pas tout ça de son enfance et tout. Le Figaro fait un super portrait de DJ Snake, je vous le lirai. Mais avant, puisqu'on a de l'avance, on va chanter. Alors les nouveaux, vous savez pas ce qui va se passer. Les habitués, eux, vont crier, ils vont me dire non, chante pas, tout ça, tout. Ils vont crier parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer. Je vais chanter parce que j'aime bien chanter. On n'a pas le droit à la musique. Sur Twitch, on n'a pas le droit de chanter, en raison des droits d'auteur, des MCA, tout ça. On n'a pas le droit de chanter. Alors ce que je fais pour contourner ça, c'est que je prends mes écouteurs. Je les mets dans mes oreilles. Je mets la chanson dans mes oreilles. Vous ne l'entendez pas, comme ça, pas de problème de droit d'auteur. Voilà. Alors les gens sont en colère déjà. Ceux qui sont habitués, les autres vont être curieux, dire mais pourquoi ils chantent, mais pourquoi vous vous en allez, pourquoi vous criez, pourquoi vous êtes en train de faire mute sur votre ordinateur. Donc là, je suis en train de sélectionner le bon réglage de mes écouteurs parce que non seulement je chante mal, mais en plus, comme je ne m'entends pas chanter, c'est encore pire. Donc, je vais sur le Bluetooth, sur ma dent bleue, voilà. Et on va. Qu'est-ce qu'on va s'écouter? Hein Alors, je vais sur mon logiciel
de streaming de musique, dont je ne vous dirai pas le nom, et je tape Christophe. Voilà, pas Christophe Willem, pas Christophe Maé, Christophe tout court. Aline. Alors j'ai quoi? J'ai Aline, et j'ai écrit. Et les mots bleus, les mots bleus. Ah, les mots bleus, c'est beau. Je me demande si c'est pas une des chansons préférées de mon ami Étoile. Bon, donc, et là, ce que je fais, c'est que j'affiche les paroles des mots bleus. Et je vous invite à faire pareil. Ça va être un grand moment de communion, d'amour, de fête, d'amour de la musique. Voilà, vous chantez avec moi. Paroles des mots bleus. Voilà, voilà. Ça va être génial. Je vais encore perdre 1000 viewers. Eh ben, on y va. Christophe, les mots bleus. Intro. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Poum, poum. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Je mime aussi. Je lui dirai les mots bleus, celui qui rend les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver soufflant en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre. C'est bientôt fini. D'une rencontre. Ah, ça. Dans ma tête, c'est tellement bien parce que je m'entends pas. Tu vois, j'ai Christophe dans les oreilles, je m'entends pas. Dans ma tête, c'est magnifique. Puis après, je fais deux choses. Je lis vos commentaires et là, je me dis tiens, c'est bizarre. C'est pas comme je l'ai pensé. Et puis après, je vais écouter le replay et là, je me dis ah ouais. Et après, et le régal, c'est de lire vos commentaires. Donc là, je vais me faire plaisir. Je prends ma petite souris et je remonte. Et je suis sûr que vous avez eu plein de petits mots sympas. Mais pourquoi, par exemple en vrai, c'est moins pire ce à quoi je m'attendais, c'est même plutôt drôle. Ah, merci Flo, voilà. Flo, alors, mon petit frère s'appelle Flo, alors peut-être que c'est mon petit frère. Là, c'est horrible, me dit Ducrot75. Boris Blanc, merci monsieur. Quelqu'un qui doit être un petit peu sourd. Donc, la chute libre du nombre de viewers, mais bon, t'as le droit de faire ce que tu aimes. Moi, je suis chez moi. C'est une catastrophe, me dit Milili. Il y a des progrès, me dit Que de Poisson. J'ai peut-être fait pire. Le président vient de déclarer l'état d'urgence pour arrêter Samuel de chanter, me dit Aaron Deal. Arrête le journalisme, me dit Hobson, tu as trouvé ta voix. Moi aussi j'aime le silence, dit Tome 33. C'est violent. C'est violent quand même, me dit Isabelle. Samuel on t'aime, me dit Kiwi, vous êtes cool. Voilà. La musique est morte ce matin, me dit Yalab. J'ai les oreilles qui saignent, me dit The Cliff 73. Purée Samuel, je viens d'arriver. Oh, pas de bol. Julien, c'est la première chose que je vois, c'est ta prestation vocale insoutenable. C'est quand même un exploit, dit encore Azrakelkor. C'est quand même un exploit, il n'y a pas une seule note juste. Mon plaisir, c'est de lire les commentaires après. Bon, allez. Merci. Mais en fait, vous êtes partis, mais par centaines, quoi. Ah, c'est chaud. Vous êtes partis par centaines. Waouh, allez, on finit avec cet article dans le Figaro sur DJ Snake, star mondial de l'électro. Hein, c'est un bel article dans le Figaro. Et alors là, j'apprends, parce que je suis nul sur ce courant musical-là, que c'est l'artiste français le plus écouté dans le monde. Et là, j'ai honte. Voilà. Qu'il publie un nouveau titre avec la pop star américaine Selena Gomez. Ça, je connais, je vois qui c'est. Alors, et j'apprends plein de choses. Et c'est un très bel article sur DJ Snake. C'est l'homme invisible. Lunettes doré au vert fumé, masque chirurgical noir, cheveux décolorés, il est difficile de déceler une once du visage de DJ Snake. En plus, il s'est assis à contre-jour, dos à la grande fenêtre ensoleillée dans le palace parisien où il a ses habitudes. C'est pas fermé?
Ah non, les hôtels, ça peut être ouvert aussi. Heureusement, le musicien électronique parle et rit de sa voix un peu cassée. Se faire entendre est d'ailleurs sa célèbre caractéristique. À presque 35 ans, ce grand gaillard originaire du Val d'Oise est en effet l'artiste français le plus écouté au monde. Les chiffres laissent sans voix. 3 de ses titres dépassent le milliard d'écoutes sur les plateformes en ligne. Plus de 20 millions d'abonnés le suivent sur YouTube et 7 autres millions l'applaudissent grâce à Instagram. En 2019, il faisait même partie des 20 DJ les mieux payés au monde. Waouh! DJ Snake, William dans le civil, est ce qu'on appelle un hitmaker, comme moi un petit peu quand je chante, un créateur de tubes. Depuis 2011, ses rythmes électroniques, mariés à des voix illustres comme Lady Gaga ou Selena Gomez, enflamment les pistes de danse aux 4 coins de la planète. Si les pistes de danse, en fait, étaient des endroits où les gens se mettaient tout près les uns des autres et bougeaient tout près, postillonnaient même. C'était avant, c'était les pistes de danse, ça s'appelait. Voilà. Les plus jeunes ne connaissent pas ça. Miami. Les voitures de luxe, les concerts devant 100 000 spectateurs. Telle est la partie visible du mastodonte qui est devenu cet artiste qui se déplace en jet privé de concert en concert, de pays en pays, entouré de sa garde rapprochée. Cool. La partie invisible, c'est le travail. L'obstination de réussir d'un jeune garçon élevé par sa mère dans une cité HLM d'Hermont au nord de Paris. Il aurait pu céder à la facilité mal tournée. Ma mère nous a toujours accompagnés. Il n'y avait pas de place pour l'illicite et j'avais trop peur qu'elle me gronde. C'est trop mignon. Commente-t-il avec admiration pour cette femme qui cumulait 2 emplois. Chapeau à la maman. J'ai aimé la musique. En fait, le portrait est vachement beau. J'ai aimé la musique car j'étais timide. Ça me permettait de m'occuper pendant les booms et d'éviter de danser avec les filles. Quand on allait au supermarché, ma mère faisait des courses et moi je restais collé au stand de musique, se souvient-il. Et c'est inattendu de voir cette star internationale se faire tout petit quand il parle de son enfance si normale. L'école ne lui convient pas, trop dissipé, il trouve asile dans la musique, sa mère les pieds sur terre consent, mais, il doit trimer sur les marchés pour financer son matériel et continuer son BEP. Il travaille alors chez un disquaire du Châtelet et rencontre tous les grands noms du milieu, Daft Punk, Cut Killer, etc. Bon après, ça décolle, sa trajectoire de DJ superstar prend son envol, l'American Dream, il ne quitte plus ses lunettes opaques car quand je commençais à mixer, j'avais peur du regard de la foule, je me protégeais comme ça. Et puis il parle de la France aussi, c'est assez étonnant. La France, il y fait une pause pour y être plus proche de sa famille par ce mauvais temps de pandémie. Je suis super chauvin. Je clame haut et fort mon amour pour la France. C'est le pays qui m'a tout appris. Nous sommes un petit pays qui a un rayonnement culturel mondial avec une vision, avec un savoir-faire partout. Cuisine, mode, architecture, musique. Et le mélange des cultures à la française de mon enfance est sûrement l'une de mes inspirations d'aujourd'hui. C'est beau, non mais cette déclaration d'amour à la France de DJ Snake. Avant qu'il ne parte, fin de l'article et fin de ce stream, on l'interroge sur les restes de sa timidité enfantine qu'il cacherait derrière ses vitres teintées. Il bégaye un peu, pas son genre pourtant, et répond, enfin presque, « On devrait favoriser l'estime de soi dès l'enfance. Bien sûr, ça demande de la patience, mais avec de la confiance, on peut faire de grandes choses, même avec un peu de talent. » Eh ben, je connaissais pas ce monsieur. Il a l'air super cool et super intéressant, et son parcours est édifiant. Chapeau à lui, chapeau à sa maman et chapeau à vous parce que j'ai passé un super moment avec vous. Je vous laisse dans un instant parce que je vais retrouver mon papa qui arrive pour sa 2e vaccination de Covid-19 et ça c'est super cool. N'hésitez pas à suivre cette chaîne Samuel Etienne sur Twitch, comme ça vous aurez une notification sur l'ordinateur, sur le PC, sur la tablette, vous ne raterez rien. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter également puisque c'est là que je vous dis tout quand je stream, à quelle heure, et on va se faire un petit raid. Voilà, c'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous inviter à découvrir automatiquement, vous n'avez rien à faire, dans quelques secondes, le travail d'un autre streamer, d'une autre streameuse. Voilà, petite surprise. D'habitude, je vous propose de me faire des propositions de quelqu'un qui n'a pas trop de viewers pour un peu découvrir son travail. Parce que j'aime bien ce côté solidaire de Twitch. Voilà. Mais là, ce matin, je sais qui, parce que c'est un raid que j'ai prévu de faire depuis longtemps. Petite surprise dans un instant. Je ne vous dis rien sur la personne. Je vous dis juste que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect, et qui a été important pour moi à un moment, voilà. Quelqu'un qui a été une personne cool avec moi. Voilà. Prenez bien soin de vous et on se retrouve peut-être demain, sûrement ce week-end. Et puis dimanche, 19h avec Coco, la dessinatrice de Libé. Bougez pas, ça part dans quelques secondes. Bonne journée.